bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a beaucoup de stock dans cet épisode, donc on Yes. va essayer de pas trop s'éterniser. Tout d'abord, je suis votre animateur François Jarry et avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci de te joindre à nous, comme Salut. d'habitude. Donc, Merci. euh, avant Yes. tout, je tiens à remercier mes Patreons, ceux qui supportent le podcast en donnant mensuellement. J'ai un nouveau Patreon or, Rémi Mathieu Bro, un ami à moi. Je suis déjà allé courir avec lui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais c'est quand même loin, Ah, t'es déjà venu Saint-Jean-sur-Richelieu. dans mon bout? Ouais, je sais, ouais, c'est dans ton Ouais, bout j'habite aussi. là, ben oui. Fait que c'est ça, je me suis Ouais, j'ai déjà couru même avec rendu là. Rémi il y a quelques semaines, ouais. Ok, bon, justement, fait que, bon, c'est, coudonc, c'est Bon, fait incestueux. qu'il va La falloir que course, il va falloir que tu reviennes. ah oui, c'est ça. Genre, une bonne fois quand je reviendrai, je te ferai signe. Mais ouais, c'est quand Yes. même loin, là. C'est un bon, je sais pas, 45 minutes, 25 50 de minutes. char. Ah ouais, c'est vrai que t'es dans Pour l'ouest un peu, moi. ouais. Ouais, bah, je suis dans Ouais, l'ouest, semi-ouest, là, mettons. C'est sûr de Berry. ouais. Bref, je vais bientôt révéler son adresse. Mais non, c'est une blague. Mais donc, merci Rémi Mathieu Bro de supporter le podcast en tant que Patreon or. Merci aussi à Gabriel Côté, Rolando Gomez et Tristan Garcia. Donc c'était ça. J'ai un des Patreons or que j'ai mentionné la semaine passée qui m'a dit que finalement c'est correct, il n'a pas besoin de se faire nommer, il préfère rester dans l'anonymat et donc et juste supporter le podcast. Donc ben, merci quand même tout en préservant ton anonymat. Ensuite de cela, puis aussi, si jamais vous souhaitez vous aussi devenir des Patreons, eh bien vous pouvez faire cela en allant sur patreon.com baroblique le monde de la course ou juste googler le monde de la course Patreon. Et ça donne un petit coup de pied, un petit coup de pied dans les fesses pour continuer à vous faire du bon contenu à toutes les. On est rendu pas mal à toutes les semaines, là, on est rendu pas mal Ouais. constant. Donc, c'est ça. J'essaie de le sortir dès que c'est possible pour que ça soit frais, que ça demeure des bonnes nouvelles bien fraîches. Aussi, si jamais il y en a d'autres qui s'amusent sur les marchés ou qui veulent s'amuser sur les marchés, vous pouvez toujours me contacter pour avoir mon petit code de référence de Wealth Simple Trade, qui est la seule plateforme que je connaisse au Canada à permettre d'acheter et de vendre des actions sans commission. Donc 0$ de commission. Normalement, ça coûte environ 5$ les courtiers qui offrent les frais les plus bas. Et c'est le premier sans commission pour toutes les actions en dollars canadiens. Et donc, si vous voulez vous amuser avec ça, ben, contactez-moi. Et de même, vous pouvez encourager le podcast et je vous donnerai un beau petit shout-out en bonus comme ça. Et vous recevrez 10$ lors de après avoir déposé 100$. Donc, après toutes ces plugs, bon, on va revenir sur les dernières nouvelles du monde de la course, autant du coronavirus. On avait Gabriel Robillard qui nous apportait une précision. On avait dit qu'à notre connaissance, il n'y avait pas de course à Montréal qui était prévue. Il y avait plusieurs courses plus dans la région de Québec ou à l'extérieur de Montréal qui avaient été annoncées pour l'automne. Bien, c'était faux. Il y avait le demi-marathon Bonneville de la Chine qui était annoncé pour le 17 octobre et dont les inscriptions étaient ouvertes. Donc, Mhm. ça l'était déjà à ce moment-là. Aussi, on a une nouvelle annonce cette semaine. Je te laisse la dire. Ouais, en fait, en fait, c'est la semaine passée. On a pris la note la semaine passée. Fait que, Oui. ouais, ben, il y a le petit train du Nord qui a confirmé là, que les inscriptions vont ouvrir bientôt. Donc, ils ont confirmé que ce serait le 2 et le 3 octobre. En fait, le demi-marathon le 2 octobre et le marathon le 3 octobre. Il y a la trail de la clinique du coureur qui sera le 5 juin en version modifiée. Donc, ça aussi, les détails et l'ouverture des inscriptions est à venir. Et on a reçu cette semaine Oncourt Montréal qui ont confirmé pour dimanche le 9 mai toute distance 5, 10, 21, 42, si je ne me trompe pas. Wow! Donc la Wow! classique Oncourt Montréal, ouais. Donc, ça, c'était Je une crois que course. les inscriptions sont déjà ouvertes, là. C'est le 9 mai, ouais. Ça, c'était une course qui avait commencé. Puis, tu as juste vérifié, c'est bien. Il y a bien même un marathon. Mais oui, c'était une Ouais, course ouais, ouais. qui avait vu naissance ben, l'année passée. Il y en avait eu deux qui avaient
bien pu avoir lieu. Ça se passe sur l'île Notre-Dame. J'avais même pu faire tirer une inscription pour l'édition qui a été annulée malheureusement. Ouais, pour la course, j'avais manqué la première édition, mais j'étais allé à la deuxième suite à une invitation de l'organisateur et c'était super bien passé. C'était très cool. J'avais couru le 10 contre Charles Philbert Thibodeau. Lui, il faisait ça en training bon, il m'a donné une petite leçon. J'étais un petit peu off-training aussi, puis j'avais fait la petite cabochonnerie de me rendre en vélo là-bas. Donc, disons que je prenais moi non plus pas trop au sérieux, puis je me chargeais d'excuses pour dire que j'ai perdu. En même temps, j'en ai pas tant besoin, puis c'est quand même un Olympien. Mais bon, c'était une super belle expérience. C'était le fun de revoir la foule. Ça faisait tellement du bien. Et donc, enfin, des bonnes nouvelles. Ça donne espoir. S'ils annoncent, c'est que ça devrait avoir lieu. Je sais qu'il y a beaucoup Il y a bien, d'organisateurs qui... Ouais, vas-y. ouais. Donc, je sais qu'il y a Il y a bien la beaucoup... distance marathon. Ah, ok, parfait. Donc, il y a Ouais, bien le marathon aussi. Donc, 5, ouais. 10, demi-marathon. Euh, et c'est ça. Je pense que les organisateurs doivent avoir quand même parlé à la ville, parce que je pense pas qu'ils veulent que ça se fasse annuler comme l'année passée. Ça devait être assez compliqué. Ça doit pas être le fun à gérer ça. On a d'ailleurs Patrick Mahoney qui a fait une publication sur Facebook. On l'avait reçu précédemment, c'est lui qui organisait euh, le marathon de Magog, en fait, si je ne me trompe pas. Dans le fond, il avait expliqué, c'était censé se passer à cette époque-là, finalement, ça avait dû être cancellé. Finalement, là, il vient d'annoncer qu'il allait devoir annuler la course. Il dit: Bonjour, j'ai pris quelques jours pour analyser les options suite à la conférence de presse de la ministre Isabelle Charret. Le vide sidéral de cette conférence de presse et la vacuité de mesures concrètes quant à la reprise des activités de groupe, plus particulièrement dans le monde de la course à pied, mais force d'annuler l'édition 2021 du demi-marathon de la Fête des Mères. Il y a encore beaucoup trop d'inconnus pour pouvoir mettre cet événement de l'avant. J'aime mieux annuler tout de suite que d'espérer ou faire espérer une course qui n'aura pas lieu. Pour ceux et celles qui ont inscrit l'an dernier, on peut différer à l'an prochain ou pour le marathon de Magog au mois d'octobre. Donc j'ai l'impression, si peux-tu vérifier le demi-marathon de Fête des Mères? J'ai pas vérifié, c'était Mhm. censé être quand. J'ai l'impression que ça devait être quelque chose pour printemps-été. Donc printemps. La mi-mai, probablement. C'est ça, la fête des mères, c'était la Ah, mi-mai, ok, donc oui, Fête des Mères, ouais. d'habitude. Et Ouais. ça paraît 23, que j'ai eu une grosse journée de travail, là, puis que j'étais un petit peu fatigué, là. Ouais, ok, la tu Fête vois, des Mères. Ouais. l'édition 2020, c'était prévu pour le 23 mai, donc on peut penser que cette année, là, c'était ce week-end-là, là, Ok. probablement le troisième week-end. Là. Euh, Mais ouais. c'est quand même drôle, ça tombe après la date prévue pour Oncourt Montréal, qui est le 9 mai. Ouais. Puis Oncourt Montréal, c'est à Montréal. Tandis que son demi-marathon de la Fête des Mères, je suppose que ça doit être plus dans sa région, soit dans la région, plus en Estrie. Euh, C'était à North Ackley, ouais. OK. Donc, peut-être un peu surprenant en même temps, peut-être un plus petit événement. En même temps, en cours Montréal, c'est pas si énorme, mais peut-être ça grandit. Bon, je suppose qu'il y a Ben, deux ça façons reste de un voir. choix vraiment ça reste Ouais, vraiment un choix des organisateurs, là. ouais, au Ouais. final, puis tu sais, Oncourt Montréal, je pense qu'ils sont vraiment spécialisés. Leur trademark dès le début, c'était on fait des vagues, puis on est adapté COVID-proof. On peut résister à ça. Tandis que l'autre, c'est plus un événement classique je suppose que quand tu es plus enraciné dans ton événement, tu as moins envie de changer le format. Bon, est-ce que j'ai l'impression que ça va avoir lieu la course d'Oncourt Montréal? Je dirais 75%. Moi, je vais caler 75%. 80, tiens, pour être généreux. Ils doivent un peu savoir ce qu'ils font. J'ai déjà parlé à l'organisateur. Il semble quand même connaître la game puis être renseigné. Mais souvent ce qu'on sait, c'est que même les gens qui sont en position d'organisation puis tout ça, ils savent pas plus que nous quand ils regardent les nouvelles, là, très, très souvent. Tu sais, comme les profs, nous, on sait rien de plus
On sait autant que les parents quand on écoute les nouvelles pour savoir est-ce qu'il y a la semaine de relâche a bien lieu, est-ce qu'il y aura des masques, est-ce que c'est ça. On apprend tout en même temps. Je pense pas que c'est très différent dans le monde de l'organisation de course à pied, surtout avec l'importance que le gouvernement y met. C'est Mhm. tellement, il y a pas d'argent là-dedans, puis c'est pas mal leur dernier de leurs soucis. Donc, ouais, je veux dire Ouais, 75-80%, j'ai l'impression que puis ça aura c'est lieu. ça. Euh, Puis c'est peut-être pour ça, tu sais, justement, que Patrick, il décide que non, tout de suite, je dis que je l'organise pas. Puis il donne déjà une autre possibilité qui est le marathon de Magog qui va être au mois d'octobre. Celui-là devrait avoir ouais, lieu. Puis tu sais, en même temps, on entend parler de possible troisième vague avec les variants. Fait que tu sais, c'est ça, ouais. tu dis 75%, ça risque d'avoir lieu. Fait qu'il y a quand même un gros pourcentage que ça risque de pas avoir lieu. Puis je pense que c'est normal des fois de pas vouloir s'embarquer là-dedans, là. Ouais, en Juste tout cas, remettre à plus tard, je ouais. pense qu'ils offrent les remboursements. Il faut à vérifier. Voilà, ça, je sais pas. J'ai pas pris le. Dans son message, il disait pour ceux et celles qui étaient inscrits l'an dernier, on peut différer à l'an prochain ou au marathon de Magog au mois d'octobre. Oh non, mais je veux dire pour Oncourt Montréal, Ah, si pour tu peux vérifier Montréal? pendant que tu Ah, y es, probablement, oui. parce que ça, c'est rendu un petit peu quasiment une nécessité d'offrir les Oui, remboursements. Je pense que maintenant les gens regardent ben beaucoup oui. ça Les parce gens, que c'est avec les- l'incertitude, les gens n'ont pas envie de s'embarquer dans quelque chose. Là, finalement, c'est reporté. Là, finalement, ça marche plus avec leur plan, et puis ils n'ont plus envie de le faire. Donc, c'est c'est ça. ça. Aussi, quand j'ai vu pour le petit train du Nord, ils ont fait un beau vidéo, je pense que c'était 2 minutes. On voit 4 royers dedans, puis on voit plein de monde. C'était vraiment cool. Là. Ça m'a donné un peu la chair de poule. Là. J'espère vraiment que ça va avoir lieu. Cette année, il faut ça sur 2 jours. Donc, il va y avoir un jour demi-marathon, puis un jour marathon. Le demi, ça va être le 2 puis le marathon, le 3. L'ouverture est à venir. Quant à moi, si vous voulez, si vous voulez une place, suivez l'infolette puis suivez tout parce que ça, c'est un marathon qui, historiquement, Il le petit faut train faire vite. du Nord se remplit en 2 secondes. Puis ça risque d'être encore plus le cas après la Mhm. pandémie. Je sais pas ça va être quoi le nombre de places. Je suis sûr qu'ils vont essayer de le maximiser autant que possible parce qu'ils savent que tout le monde va vouloir le faire. Mais soyez rapide, soyez des petits vite. Essayez peut-être C'est de. sûr que ça va être moins, c'est sûr que ça va être moins que les autres années. Ouais, puis ben probablement. Puis, mais Je en disais même que c'est temps, sûr que ça va être moins que les autres années. Fait que, ouais, mais en ouais. même temps, tu fais ça sur 2 jours. Donc, peut-être vu que tu le fais sur 2 jours, Ouais. tu peux en rajouter un peu. Mais en tout cas, peut-être essayer de contacter Guylaine Anfield ou Alain Bordelot, puis d'offrir de faire du bénévolat pour avoir une inscription pour votre ami ou d'avoir un ami qui peut en faire. Je sais pas, je sais plus trop. Je sais que dans le passé, tu pouvais faire du bénévolat, puis là, l'année suivante, tu avais un spot garanti, une place garantie. Mais bon, Ah, si c'est possible de l'avoir cette année, c'est un ami qui est bénévole, je sais pas. Mais ça vaut peut-être la peine de s'essayer parce que sinon, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être sold out en 2 minutes. Je sais qu'historiquement, il y a eu des problèmes avec ça parce qu'ils sont tellement en demande. Puis là, du monde qui chiale. Ben, des fois avec raison parce que c'est chiant quand t'es en attente. Puis là, à midi, tu cliques. Puis là, ça plante. Puis tu te fais avoir par d'autres. Donc, regardez ça. Euh, bon, on a aussi partagé cette pour vidéo-là Encore sur, Montréal, pour sur... répondre à la. Oui, vas-y. Ah, j'ai l'impression, des fois, il y a peut-être un lag quand je parle puis que tu m'entends, je sais pas trop, Ouais, là. ça se peut. Mais Ouais. pour Encore Montréal, si. Ouais, OK. Pour Encore Montréal, ça dit que si. Ben, soit que l'inscription peut être transférée, si le transfert n'est pas possible, le remboursement complet sera effectué. Donc, le remboursement est possible pour Encore Montréal en cas d'annulation. Oh, remboursement impossible? Non, non, le remboursement est Ah, possible. est possible. Donc, Le c'est remboursement confirmé. ouais, ouais, Parfait. est effectué. Puis, en cas d'annulation liée à la COVID. Ok, parfait. Donc si c'est un tremblement de terre, par contre, non. Mais les tremblements de terre sont un peu moins risqués à Montréal. Donc, bon à savoir. Euh, Parfait. Puis c'est ça, je voulais dire, le vidéo pour le petit train du Nord a été partagé sur la page Facebook du Monde de la course si jamais vous voulez le voir. Ou vous pouvez aller sur la page Facebook du petit train du Nord pour le trouver. Bon, ensuite de cela, je te laisse aller avec David Ouais, Leporo. ben, Ouais, vu qu'on parlait de. Ouais, ben, ouais. avant, vu qu'on parlait d'Oncourt Montréal, ça donnerait dans un des deux week-ends qu'on ciblait peut-être pour notre Oui, challenge 10 km.
Ouais. Donc, as-tu des nouvelles par rapport à ça? Ouais, bon, tout d'abord, j'avais eu quand même beaucoup de personnes qui avaient été intéressées pour le 10 km, le monde de la course. Si je vous ressors les noms, là, on avait Maxime Lopez, Guillaume Dupire, Benjamin Raymond, Charles-Antoine Poulain, Jean-René Caron, Ryan Chabuch, Patrice Labonté, qui avaient démontré leur intérêt. Côté filles, j'avais Alex Castonguay, potentiellement Mélanie Mirand. Euh, bon, là, après ça, suite à l'annonce de On court Montréal, il y a Jean-René Caron qui m'a shooté un message, il m'a dit, ouais, il risque d'avoir pas mal de gars qui vont opter pour aller faire le 10 km d'Oncourt Montréal le 9 mai. Puis donc, c'est ça, le 2 mai, de faire un 10 km le 2 mai, pas trop officiel, puis ensuite d'aller faire le 10, Mhm. le 10 d'Oncourt Montréal, ou le 21 ou le 5. Je pense que ça va freiner les ardeurs de certains. En même temps, on ne sait pas si Oncourt Montréal va avoir lieu, mais je pense que c'est ceux-là qui vont prioriser vu que c'est une course officielle puis mesurée. Ouais, Ben oui. je trouve ça juste un peu plate parce que j'étais quand même excité de faire une espèce de course underground d'élite. Puis bon, je vais voir, je vais garder, tu sais, mes documents, voir, tu sais, si jamais d'essayer de le mettre comme possibilité peut-être une semaine avant. Dernière semaine d'avril ou fin de semaine d'avril. Fin Puis avril, c'est ouais. ça. Puis voir, tu sais, honnêtement, je veux pas trop faire de compétition à des vraies courses. C'est plus pour avoir de quoi à faire quand il n'y a pas de course. Puis aussi d'avoir une façon de remettre un peu d'argent aux élites. Et on avait Rolando Gomez qui avait réitéré son intérêt pour offrir 100$ pour la bourse. Puis là, quand j'avais vu ça, Mhm. moi, je m'étais dit, ben coudonc, you know what, moi aussi, je mettrais un 100$ pour la bourse. Donc bon, si jamais je le gagne, ben je me redonne de l'argent moi-même. Mais quand même, tu sais, pour attirer du monde. Fait que là, tu sais, on a déjà une bourse de 200$. Ça serait quand même intéressant. Je pense pas qu'il y aura de bourse pour Concours Montréal parce que je pense je sais pas, peut-être leurs marges seront déjà un petit peu serrées avec toutes les complexités logistiques de la COVID. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quel point ça affecte Mhm. les marges pour les courses. En même temps, tu peux couper beaucoup dans la bouffe, les post-run snacks parce que là, tu sais, fait que bref, à voir. Qui sait, peut-être qu'il y aura des bourses, je sais pas. Il y en avait juste pas l'année passée. C'est ça, à voir. Regarde, je vais pas jeter ça aux poubelles. On avait quand même bien travaillé, faire un beau parcours qui est assez légitime. Puis c'est le Mhm. fun comme parcours, tu sais, 5 boucles de 2 kilos, ben un peu moins que 2 kilos, puis tu finis avec un petit sprint. En tout cas, j'étais bien excité pour ça. Puis là, je suis un peu triste de ne pas le faire. Mais bon, on va Ouais. voir comment ça se développe, tu sais. Puis si finalement il y a une crime de grosse troisième vague qui arrive un peu plus tôt que prévu, puis que là, la course officielle tombe à l'eau. Peut-être qu'une petite course underground pourra se tenir quand même. Euh, Puis donc, c'est ça. Ouais. Ouais. Ou sinon, comme tu disais, ben c'est ça, on propose pour le dernier week-end du mois d'avril, vérifier qui a un intérêt pour ça. Puis ça donne un délai de 2 semaines entre une compétition, un petit challenge amical, puis une plus officielle, ce qui est quand même correct. Ben, Puis, un petit challenge amical mais avec 200$ en jeu, puis peut-être plus. Fait que quand même, là, tu ouais, sais. peut-être plus. Ouais. Puis, mais en même temps, c'est sûr que c'est un peu décevant, mais il faut se dire aussi qu'à l'origine, quand on a lancé ça, c'est parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait pas d'autres courses. Tu sais, s'il y avait déjà eu des courses planifiées, pas sûr qu'on Non. l'aurait C'est sûr que lancé. non. C'est Là, sûr que c'est non. c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça l'a donné. Mais si on peut le devancer, que ça l'intéresse les autres, tant mieux. Puis Ouais. sinon, ben, ce serait le fun que la plupart se retrouvent en cours Montréal et dont toi, là, que tu sais pas encore si tu irais, là, mais ce Ouais. serait bien le fun, là. Non, je penserais y aller. Je vais voir ça avec l'organisateur. Ça OK, m'intéresserait aussi. Euh, mais ouais. Ouais, donc à parfait. voir, mais c'est ça, c'est aussi pour avoir des options, tu sais, parce qu'à date, il y a une course à Montréal en mai, on court Montréal. Je pense pas qu'il y en a d'autres. Donc, je pense que c'est pas mauvais d'avoir des options. Euh, Ouais. Ensuite de ça, encore une fois, Oui, on fait ben, suite. Oui, vas-y, vas-y. Ah oui, c'est oui, vrai. Oui, ben, c'est vas-y. ça. En fait, on fait suite au dernier épisode des nouvelles où on parlait du coureur japonais que là, son nom ne me revient plus, mais qui a couru 100 marathons de suite en bas de 2h20, je crois. Kawachi, Puis, ouais, Yuki. puis là, tu faisais un comparatif
C'était quand même incroyable. Là. Puis là, il y avait eu aussi un immense nombre de coureurs là, qui avaient réussi à faire en bas de 2h10, puis en tout cas 2h20, c'était et débile. Il y en puis avait je pense, plus que ça. Là. C'était complètement 175, débile. Ouais, 176, là, quelque chose comme ça. ouais. Complètement Mais c'est débile. ça, en fait, puis tu comparais ici avec les coureurs québécois, Ouais. puis je pense que tu avais dit, là, si je me trompe pas, qu'en bas de 2h20, il n'y en avait pas qui l'avaient fait, ou Ben très non, très peu, ou en tout cas pas récemment. j'avais dit j'avais l'impression Euh, que dans les 5-10 dernières années, ah il n'y oui, en c'est avait ça, pas eu. Puis, c'est c'est ça, ça. on a eu une Puis correction, vas-y. ben, c'est ça, Carl Hébert a confirmé là, que David Leporo, là, à Sacramento, en Californie, en 2016, il avait fait 2:19:37. Ouais. Donc, En quelle c'était le année, excuse, dernier peux-tu répéter? en Ok, 2016 en ouais, Californie. ouais. Donc, le dernier sub 2h20 dans le fond en 2016. Fait que c'était juste une petite rectification comme on aime Ouais, bien faire quand on se trompe ou ouais. qu'on oublie quelque Mais chose. je me doutais que soit lui ou Phil, David Leporo ou Phil en avait fait un. Je savais plus juste c'était lequel des deux. Puis c'est parce que après ça, lui, après à ses 40 ans, il voulait faire un autre sub 220, mais ça, il n'a pas réussi. Ah oui, Donc, non, effectivement. c'était pour ça dans ma tête. Il l'avait pas eu, mais c'est parce qu'il essayait de l'avoir après 40 ans, mais il l'avait déjà eu avant 40 ans. OK. Mais donc, on en a un dans les 10 dernières années qui a fait un sub 2,20. Comparez ça à une course que tu as 100 quelques japonais qui vont faire sous 2,20, tout de même tout un écart. Ouais. Ensuite de ça, on va répondre à un commentaire qu'on a eu dans le dernier épisode de la course au temps du coronavirus, suite à mon rant sur les anti-vaccins, ou du moins, il y avait Johan Blake qui avait dit qu'il ne se ferait pas vacciner si ça devenait obligatoire pour les Olympiques. Alors, je vais lire un commentaire que j'ai reçu de Ian Biles. Donc, il dit Allô François, j'aime bien ton podcast. Je crois par contre que tu devrais être plus prudent quand tu parles des vaccins. Je ne suis aucunement complotiste, mais je suis contre le passeport vaccinal et contre la vaccination obligatoire. Puis ça, j'ai dit que je suis pour, mais je dirais pas que une personne qui dit qu'il est contre ces deux mesures, soit le passeport vaccinal ou la vaccination obligatoire, je ne dirais pas que c'est des anti-vaccins ou des complotistes. Donc, juste pour clarifier, c'est juste des mesures pour Non, lesquelles je suis pour, mais je pense pas que tu es nécessairement une personne imbécile si tu es contre ça. si tu ne l'es pas. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, je ne me considère pas imbécile ou ignorant pour autant que j'avais qualifié de ce que j'avais qualifié Johan Blake ou les conspirationnistes de. Je t'invite à aller voir une entrevue absolument non complotiste à l'émission radio de Paul Arcan. Le microbiologiste réputé Richard Marchand de l'Institut de cardiologie de Montréal avoue que lui-même a des réticences à se faire vacciner. Il évoque plusieurs raisons basées sur la science. Bref, j'ai trouvé que ton pétage de coche au sujet des vaccins manquait de nuances. Si Johan Blake ne veut pas aller au jeu si la vaccine est obligatoire, qu'il n'y aille pas et qu'on respecte sa décision sans le traiter d'imbécile. Voilà ma pensée sur ce sujet. Ben, je t'invite tout d'abord, toi, à dire ce que tu en as passé. Toi aussi, tu as Ouais, écouté l'entrevue, la dite ben, entrevue à l'émission de Paul ouais. Arcand. Moi aussi, je l'ai écouté, donc je veux d'abord avoir ton feedback, puis ensuite, je dirai le mien. C'est c'est ça. Ben, en fait, le docteur, le microbiologiste Marchand, il expliquait il était pas, j'ai le terme anglais, willing à se faire vacciner pour le moment, étant donné que c'est un vaccin qui est très, très, très récent. Donc, tu sais, puis il dit qu'il y a environ 25% des gens du domaine de la santé qui actuellement, ils ne voudraient pas se faire vacciner, mais c'est des gens qui ne voudraient pas se faire vacciner pour ce vaccin-là et actuellement. Tu sais, ce vaccin-là, dans peut-être 3 mois, dans peut-être 6 mois, ce ne sera plus un problème, ou un autre vaccin. Fait que, tu sais, c'est pas des gens anti-vaccins, tout ça, c'est vraiment ce vaccin-là et actuellement parce qu'il est très, très, très récent. Donc, le docteur Marchand, c'était dans ce sens-là. Donc, ça allait pas du tout dans le même sens que Johan Blake, qui disait, ou en tout cas, Johan Blake avait vraiment pas cet argument-là. Moi, là où que tu sais, bon, où qu'il y a une nuance à mettre, moi, ce pourquoi j'en ai contre ce que Johan Blake a dit, c'est que de un, c'était si les Olympiques, ils forcent la vaccination pour se rendre, donc ils l'ont pas fait. C'était si ils le faisaient, fait qu'il il s'est déjà, puis l'autre truc, c'est qu'il l'a déjà dit à tout le monde. Fait que moi, je me dis un truc comme ça, tu peux le garder pour toi. Puis Ouais, c'est la journée que les Olympiques vont dire, OK, vous devez être vacciné. Là, OK, si tu as le goût de le dire, dis-le, mais pour le moment, c'est juste un si.
Fait que c'est des suppositions. Fait que pour moi, je trouve qu'il est allé trop loin là-dedans. Mais c'est Puis ça, c'est pas pour les mêmes il raisons. dit je veux garder mes raisons personnelles, mais il part sur une hypothétique de même par rapport qui a même pas lieu. La vaccination, c'est C'est pas ça. obligatoire pour les gens olympiques, puis c'est pas prévu que ça le soit. Puis il fait juste lancer ça en C'est ça. entrevue. Si c'était obligatoire, je le ferais pas. Puis après ça, ah, mais j'ai des raisons personnelles, je veux pas le dire. Si C'est tu ça. dis ça, faut que tu te back, faut Puis que tu te dises pourquoi. Sinon, ben, on va assumer que t'es complotiste, là, tu sais. c'est ça. Puis la portée de ses paroles ont un bien plus gros impact que les paroles de Dr Marchand un matin à l'émission de Paul Arcand. Mais, Euh, mais, donc, mais, c'est ouais, mais quand même, moi je dirais, quand j'ai écouté l'entrevue à Paul Arcand, du docteur Marchand, au début il partait, il disait on devrait vacciner les profs en premier. Je suis comme, ouais, super, tu sais, pour éliminer la ouais, progression, ouais. blablabla. Puis je suis comme, ben, coudonc, cette affaire-là, ça n'a pas rapport. Puis là, finalement, à un moment donné, ben là, il y a 25%, Paul Arcand demande pourquoi il y a 25% du personnel soignant qui n'est pas vacciné. Puis là, il dit, bon, il y a un peu des craintes parce que les vaccins, les effets à moyen et court terme sont, on sait qu'il n'y a pas de grands effets graves, mais à long terme, ben, on n'a pas pu encore étudier parce que ça fait seulement même C'est pas un pas an qu'ils encore. existent, tu sais. Fait que là, il y en a qui sont un peu réticents. Fait que là, je suis comme, ok. Puis là, il dit, là, Paul Arcand lui demande, est-ce que vous êtes vacciné, vous? Puis il dit, non. Puis il dit, ben, juste, ça n'a pas donné. Mais ensuite, il dit, mais aussi, j'ai mes réticences comme eux. Mais juste, moi, ça m'a comme un peu choqué d'entendre ça parce que, au contraire, t'es un microbiologiste, t'es un docteur, t'es à Paul Arcand, qui est, comme Yann Barrs Mhm. l'a dit, une émission comme très non complotiste, très légitime. C'est pas Alexis Cossette Trudel TV, c'est pas Radio X, tu sais. Puis de dire ça, de dire qu'il y a des doutes, alors qu'en ce moment, on essaie de faire vacciner le plus de gens possible. Tu sais, quant à moi, je trouvais ça un peu fou, comme parce que tu fais juste de semer le doute dans les gens. Mais Il y en a plusieurs que c'est assez pour les faire décider de ne ouais. pas le Mais faire. Tu sais, ouais. fait que Mais il a moi, parlé, tu sais, il a dit la vérité pour lui, il est resté authentique pour lui, mais sinon, il aurait comme compté un mensonge en voulant pas que d'autres soient influencés par ce qu'il dit. ben, en tout cas, Tu sais, il était pris entre l'arbre et l'écorce un peu, là, peut-être, là. mais c'est ça, tu sais, parce que c'est ça, au début, comme j'en ai jasé parce qu'après ça, j'ai comme fait une publication sur le scientifique en chef du Québec, la page Facebook, pour dire comme c'est quoi ça, Ah ouais, ok. est-ce que c'est légitime, puis parce que j'en ai parlé à un ami pharmacien que j'ai, là on va dans Ok. j'ai mon ami pharmacien, est-ce que c'est, tu sais, mais moi mon ami infirmière m'a dit que ça, puis c'est bon. Peu importe, mon ami pharmacien, qui est quand même une grosse tête sur les épaules, il enseigne en ce moment à l'UDM, tout ça, lui, quand je lui ai dit ça, il a dit, ben voyons, il a pas dit ça, ça se peut pas. Puis là, j'ai envoyé le lien de l'entrevue, puis Ah il a ouais, dit, ok. wow. Puis tu sais, il était comme choqué, puis il a dit, ben moi, je vais te Ok. déposer une plainte au Collège des médecins. Puis il a quand même fait ça, parce que Oui, ok, ok, tu ok. sais, oui, je comprends. Lui, c'est sa position personnelle, c'est un microbiologiste, puis c'est pas un imbécile, tu sais. Mais il y a toujours des. Tu sais, tu peux trouver des complotistes de tout, Ben non. des docteurs complotistes. Puis non, je pense pas que lui est complotiste. Lui-même, il dit qu'il est pas anti-vaccin, le docteur Marchand. Non, Mais non, non. juste le fait de semer le doute en ce moment, que c'est comme Non, non, pas c'est le temps de semer le doute, j'ai de la misère avec ça, surtout à une émission autant écoutée. Puis écoutez, tu sais, là, j'ai full recherché, puis j'en ai jasé avec. hmm. J'avais un ami infirmier qui tu sais, on est resté très civil, puis c'était une belle discussion, qu'on apportait chacun nos arguments. Puis, mais, tu sais, lui, il disait, lui, il s'est pas vacciné, puis il est contre le passeport vaccinal, puis tout ça. Puis il est pas complotiste, il est pas anti-vaccin, mais il dit, ben là, c'est pas trop clair. Il dit c'est pas trop clair que ça va aider à éradiquer la maladie parce qu'on n'est pas trop sûr si ça réduit la propagation. On sait que c'est super efficace pour réduire les symptômes puis la mort, ça, au-dessus de 90%, mais on ne sait pas à quel point ça réduit la propagation. Mais le consensus scientifique, quant à moi, en ce moment, Mhm. si toutes les directions qui sont prises en santé publique, à l'OMS, à la CDC, c'est vacciner les gens, le plus de gens possible, commencer par les plus vulnérables,
puis continuer jusqu'à vacciner le plus de gens possible. La plupart des vaccins, c'est ça, ça donne l'immunité collective. Je comprends pas pourquoi comme ça serait pas utile de se faire vacciner. Tu sais, je peux pas croire qu'il y a autant d'experts que c'est ça leur job de faire ça qui se leurrent en ce moment. Tu sais, puis je pense que je suis pas bien placé. Mm. Tu sais, je peux essayer d'argumenter puis de penser si ça. Tu sais, je peux pas avoir tous les arguments. Il y a du monde que c'est ça leur vie, c'est ça leur job, ils sont payés des centaines de milliers de dollars pour comprendre cette situation-là. Des experts, des scientifiques qui analysent tout ça. Je pense que eux, s'ils prennent ces décisions-là, je pense moi y faire confiance. C'est un peu ça le concept de la science. On peut pas être Mhm. parfait dans tout. Chacun va avoir son domaine dans lequel il se spécialise. Puis là, entre eux, ils vont se revoir, puis regarder les recherches, puis le contre-analyser, puis critiquer, puis tout ça. Mais au final, je pense que ces personnes-là ont quand même une bonne position dans la prise de position. Ouais, une bonne place dans la prise de position. Ils ont quand même un impact, j'ai l'impression. C'est sûr que tout en politique est affecté aussi par l'opinion du public et tout ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont leur place, puis que si les vaccins sont promus, puis je pense qu'il y en a 4 5 là, il y en a plusieurs. C'est pas comme si on avait juste un, puis qui était boboche un peu, mais qu'on se dit c'est notre seul choix. Il y en a plein. S'il y en a un qui est pourri, ben il va pas être approuvé, parce qu'ils vont Mhm. dire on a des meilleurs. Ouais. T'sais. Donc bref, je dis pas que Mhm. si vous avez l'opinion nuancée du docteur Marchand, vous êtes des imbéciles, des stupides. Je ne dis pas ça. Donc Yann Bers, je ne dis pas ça de toi. Euh, mais dans le cas de Johan Blake, si tu dis ah, si les Olympiques c'était obligatoire, je ne le ferais pas. Puis après ça, tu dis j'ai des raisons personnelles. Je veux dire, tu es un imbécile parce que tu te prends pas compte de la portée de tes gestes et de tes paroles. Puis en donnant pas de raison, Mhm. ça sous-entend un peu que tu sais pas trop pourquoi et que tu veux juste pas trop t'empêtrer là-dedans. Fait que, tu sais, si t'as un argument pour, faut que tu le dises. Puis j'ai l'impression que l'argument pour est pas très fort, que c'est son ami un peu louche qui lui dit, ou c'est son entourage qui lui dit ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu religieux, je sais pas. Mais tu sais, il y avait justement la nouvelle des prêtres catholiques du Québec qui disaient de pas prendre les vaccins, je pense d'AstraZeneca, parce qu'ils s'étaient faits à partir Ben oui. d'embryons, de fœtus. Oui, c'est fait à partir de ça. Ouais. Oui, les fœtus ont leur utilité quand il y a des avortements. Oui, ils sont utilisés en recherche, puis ils sont utilisés pour développer des vaccins. Mais en tout cas, là, ça devient une question éthique, mais je pense que des Mhm. fœtus, c'est pas très vivant, des fœtus. C'est mort, là, tu sais. Fait que, ben, en fait, quand ils sont morts, bref. Bon, on s'en sera pas dans ce débat-là non plus, de l'avortement puis ça, mais En bref. fait, on les tue pas pour ça. Tu sais. Non, c'est Ils ça, sont pas. ils sont pas tués C'est pour ça. ça, Fait là, ils que, sont déjà morts parce que c'est bref, ça. C'est c'est une ça. autre raison, là. C'est des Ouais, byproducts. c'est ça. Moi, je suis all the way pour ça, de réutiliser, recycler. Et donc, recyclez-moi ça des fœtus en vaccin, au moins ils vont être utiles un peu. Euh, donc, c'était ça. Je réitère que Johan Blake est un imbécile, à moins qu'il sorte puis qu'il dise que oh non, c'est parce que j'ai écouté l'entrevue du docteur Marchand ou parce que j'ai des amis qui doutent un peu de l'efficacité à long terme puis des problèmes que ça pourrait apporter. Bon, s'il sort ça, je donnerai mes excuses. J'ai comme pas l'impression que ça va être le cas, donc je vais continuer à dire ça. Euh, Ensuite de ça, Phil Blackburn qui m'a écrit t'es loin d'avoir couru 48 marathons, toi, du haut de tes 26 ans. J'ai 27 en passant. Mais donc, puis là, il a mis un lien vers la page Wikipédia de Budhya Singh. Budhya Singh, un coureur indien qui est devenu très populaire. Il était connu sous le nom du Marathon Boy ou le Forrest Gump indien. Apparemment qu'il aurait couru 48 marathons entre ses 4 ans et ses 5 ans et qu'il aurait couru des marathons à 3 ans. Euh, c'est complètement débile. Écoutez, à quel point est-ce que c'est légitime? J'ai un peu de doute, mais en même temps, il y a eu des gros documentaires sur lui. Je ne les ai pas écoutés.
Peut-être qu'un jour je l'écouterai. Mais c'est quand même fou. Apparemment, son père était un peu weird, puis essayait de profiter de lui pour faire comme un Ben oui. celebrity status, d'en faire une célébrité, de faire des films, puis tout ça, puis d'essayer d'exploiter, faire de l'argent. Là, finalement, je pense qu'il a réussi à pu être sous son emprise. Mais c'est quand même quelque chose. Non, en effet, je suis même pas proche de ça. Moi, j'ai 6 marathons à mon actif, si je ne me trompe pas. Et donc, non, j'avais pas 48 marathons quand j'avais 5 ans. Quand même assez débile comme histoire, si jamais vous voulez regarder ça. Puis lui, ça dit, il avait pas de père au début, puis il a été vendu pour 800 roupies, ça c'est 15 dollars, par sa mère, puis recueilli par le propriétaire d'une école de judo. Biranchi Das. Puis là, lui, je pense que c'est lui un peu qui est devenu son manager, puis qui s'est mis un peu à essayer de le pousser à courir, puis de l'exploiter. Mais tout de même, tout un prodige. Faut pas tout nécessairement croire. Les sources sont moyennement légitimes, mais je crois qu'il y a une part de vrai quand même. Je peux croire qu'il il a quand même fait des grandes choses à un très jeune âge en termes de courses de longue distance. Je pense qu'il y en a certains qui sont plus documentés que d'autres. Mais tu sais, le 48 marathon entre 4 et 5 ans, je pense pas que c'était. Je suis sûr en fait que c'était pas des courses homologuées. Donc à quel point est-ce que c'est vrai? Mhm. Ben c'est du oui-dire, je crois, puis ça part de là. Mais tout de même intéressant comme histoire, toujours très divertissant, des affaires de C'est même. ça. Dans le fond, lui il est né en 2002, donc toutes ces histoires-là, tu sais, c'est 2006 à 2009. Mais là, en date de 2018, il semblerait à 16 ans qu'il visait les Jeux olympiques de 2024. Fait que je sais pas ce qu'il en est maintenant en 2021, mais il aurait 19 ans, puis peut-être qu'il vise une carrière olympique. J'ai pas été me renseigner là-dessus. Ouais, je pense qu'il s'est pas tant amélioré. Je pense qu'il a vraiment atteint son pic à 5 ans. Mais tout de même, il y a eu Mais des c'était pas, petits c'était films pas des sur lui. performances non plus, c'était peut-être des distances surtout, peut-être pas tant en performance, là, Non, je c'est sais ça. pas. Je pense qu'il est vraiment allé plus côté distance. Lui, c'était plus son C'est ça. objectif. Je te laisse Ouais. continuer. Oui, bon, maintenant, suite à l'entrevue avec Annick Bessot il y a quelques semaines, j'ai, pardon, ce sera pas long, j'ai un appel en même temps qui rentre, pardon. J'ai Danielle Stanton qui a posé une bonne question parce que je me l'étais déjà posée aussi, mais elle m'a écrit, elle me dit, peut-être suis-je la seule, mais quand on parle des athlètes, je me disais chaque fois que là, je n'étais plus concerné. Ça me faisait décrocher. Athlète, c'est autre chose à mes oreilles. Donc ça, dans l'entrevue avec Annick Bessot, puis ça va arriver aussi avec d'autres entrevues, c'est certain, on parle souvent d'athlète. Puis moi, je me suis souvent posé la question, c'est quoi un athlète? C'est Mhm. où est la ligne qui dit, ben, je fais du sport, je suis un sportif, ou je deviens un athlète. Fait que j'ai trouvé sa question très, très bonne. Moi, je suis allé voir les définitions, les différentes définitions. Puis c'est assez généraliste, là, dans le sens que un athlète, ben, c'est une personne qui pratique un sport. En général, un sport individuel, puis plus précisément l'athlétisme. Donc, ça c'est la définition du Larousse. Une autre définition dans le Larousse, c'est personne dont la musculature est très développée et qui est de constitution robuste, un corps d'athlète. Peut-être Dans le c'est petit là Robert, plus là, qu'elle le reconnaît moins quand c'est cette définition-là qu'on dit, mettons, ouais, c'est d'un ça, corps exactement. athlétique. Ouais. C'est ça. Dans le petit Robert, lui, il amène l'aspect antiquité, donc celui qui combattait dans les jeux publics au temps de l'Antiquité, ou sinon un athlète, ben, personne qui pratique l'athlétisme. Donc, on s'entend que quand on entend le terme athlète, on pense pas juste à du monde qui font de l'athlétisme. Tu sais, on va penser Ouais. à d'autres types de sports, aux Olympiques, tout ça. Mais je me dis, bon, tu sais, nous, ben, toi, tu es plus un athlète que moi, ça définitivement. Mais est-ce que moi, j'en suis un? Tu sais, à quel moment tu sais, je suis, mettons, sportif ou à quel moment je deviens athlète? Moi, la réponse que j'ai donnée à Daniel, puis ça m'est venu vraiment sur le fly en lisant sa question, c'est que je me dis qu'à partir du moment où que tu as des choix dans ta vie qui vont être faits en fonction du sport que tu fais. Comme par exemple, quand tu cours beaucoup, il faut que tu penses à ton alimentation, ta récupération, ton sommeil, tout ça.
Je pense qu'à partir du moment où que tu dois te poser beaucoup de questions en fonction de la quantité, du volume du sport que tu fais, je pense qu'on peut dire que tu es comme un athlète. Quelqu'un qui va courir, mettons, 3, 4 fois par semaine, qui va faire 4, 5 kilomètres, je pense pas qu'il y a besoin de penser à plein de choses autres que ces quelques petites sorties de course. Donc peut-être que ce serait plus sportif. Donc c'était un peu moi de la pensée que je me faisais. Toi, t'en penses quoi, François? Ouais, non, c'est une bonne réflexion, en effet. Euh, oui, en effet, de dire quand ça t'affecte, c'est quand ça affecte vraiment ton horaire de vie, c'est peut-être là que tu te considères athlète. Puis c'est peut-être qu'on a beaucoup d'auditeurs que eux-mêmes ne se considèrent pas athlètes. Peut-être qu'on a beaucoup qui se considèrent Mhm, athlètes. Puis c'est sûr, souvent, c'est plus quand tu fais des affaires un peu plus freak, un peu plus loin de la norme, que tu fais vraiment beaucoup de millage, que là, tu vas te reconnaître plus en tant qu'athlète. Puis versus si tu fais plus des distances, plus dans la norme, tu ne dépasses pas le 40-50 kilos semaine, ben là, tu te considères moins comme étant. Moi, je pense que c'est à la base, c'est selon comment toi tu te vois. Tu sais, un moment donné, j'avais rempli le Athlete Identity Questionnaire, le questionnaire d'identité d'athlète, qui pose des questions, plusieurs questions qui visent à voir à quel point est-ce que tu t'identifies comme un athlète. Puis je pense qu'au final, c'est ça, c'est selon la perception de chacun. Je pense mhm. pas. Oui, on pourrait essayer de choisir qu'il y a une définition, que ce serait ça, athlète, mais au final, pour l'utilité, je pense au final, ça revient à chaque personne de décider. Peut-être qu'elle ne se reconnaît pas comme une athlète elle-même, mais je pense pas qu'elle devrait pour autant penser que ce qui était discuté ne s'applique Se pas à sentir moins elle. concerné, c'est ça, se Ouais, sentir moins concerné, tout ça. Moi, je vais répondre directement à Daniel. Moi, je vais dire, je considère qu'elle en est une parce qu'elle a un programme, un plan d'entraînement qui est très, c'est du gros volume, là. Donc, puis c'est sûr qu'il y a des choix qu'elle va faire dans sa vie en fonction de ça. Donc, mais effectivement, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je perçois que c'est une athlète comme moi, je me perçois comme un athlète aussi, comme plusieurs autres. ouais. Mais d'autres, leur façon de voir les choses, c'est eux, c'est ça, ils verront pas soi-même comme athlète ou d'autres comme l'étant. Fait que c'est ça. Il n'y Ben a pas ouais, de définition juste et précise, il n'y a pas de ligne précise par rapport à ça. en tout cas, je dirais, moi, quand je dis athlète dans la définition, je m'adresse à tous ceux qui s'identifient comme athlètes parce Comme qu'ils étant font athlète. plusieurs choix de vie en cette fonction-là, mais qui s'identifient comme tel. Si je vais parler de quelqu'un qui fait ça de sa vie, ben là, je vais parler d'élite, de professionnel. OK. De Donc c'est professionnel. ça. Donc, ben souvent aussi le terme élite que je dis. Donc, dans ce cas-ci, je pense que tout ce qui se disait, à peu près tout ce qui se disait dans l'épisode avec Annick était applicable pour pas seulement les athlètes professionnels, mais je pense en plus, nous, notre audience cible, ben, c'est impossible que la majorité de notre audience cible soit des athlètes élites ou professionnels, Non, non, étant donné que la exactement. grande majorité des gens ne le sont pas. Les athlètes élites, c'est genre même pas 5% de la population de course par définition. Tu sais. Mhm, C'est mhm. ça au final. Si tu finis dans le top 10 d'une course, ben, une course, s'il y a 200 personnes, ben, ça veut dire que c'est le 5% le top 10. Donc, Ouais. donc c'est ça. Donc, mais ouais, c'est intéressant comme question. Une Je suis sûr bonne qu'elle n'était question. pas la Ouais. seule qui avait Mhm, cette impression. Ensuite de ça, encore suite au podcast avec Annick sur la nutrition sportive en temps de pandémie, mon ami Phil qui m'a écrit mais tu m'as donné envie de manger une poutine avec ton entrevue avec la nutritionniste. Donc ça a été peut-être un effet non désiré. On écoute un podcast pour essayer de mieux manger, puis finalement, il y a juste moi qui chiale sur à quel point j'aime la poutine, puis à quel point j'en mange. Puis là, je donne envie aux auditeurs d'en manger. Désolé. Ouais, c'était non intentionnel, mais j'ai trouvé ça bien drôle. Ensuite de ça, j'ai Phil qui m'a aussi, on reste dans le sujet de la nutrition, il m'a partagé un article sur Gatorade qui vient de sortir une patch qui peut hein? mesurer, que tu mets sur ta peau, puis que là, ça peut mesurer plusieurs choses. Donc, ça s'appelle la GX Sweat Patch.
la patch de sueur GX. Euh, Mhm. c'est ça, ça permet de regarder plusieurs choses. Ça se synchronise avec ton téléphone. Donc je crois que ça doit regarder sûrement les taux de sel dans la sueur. Euh, ouais, je pense que c'est surtout ça que ça peut probablement regarder. Ouais, toutes les sels minéraux perdus, là, tout ça, je sais pas jusqu'à quelle précision ça se rend, puis c'est ça, jusqu'où ça va là, dans le détail, là. Ouais. Ouais, ça coûte 25$ US, la petite patch. Bon, à quel point est-ce que c'est legit? À quel point est-ce que c'est une gimmick ou quoi? C'est pas une gimmick en soi. Gatorade, ça c'est une petite leçon un peu d'histoire puis de connaissance. Ils sont vraiment reconnus. Ils payent beaucoup pour le développement de la science, des breuvages puis de l'hydratation. C'est les plus gros, je crois, qui dépensent là-dedans. Le Gatorade Research Institute, je sais pas c'est quoi le nom exactement, c'est la plupart des études sur ça viennent de là. Oui, Sport Science Institute. ouais, bon, le Sport Mhm. Science Institute de 35 Gatorade. ans de re- 35 ans de re- 30 35 ans de recherche. Ouais, Ouais. exactement. Ils sont reconnus pour ça, mais en même temps, eux, ça les aide parce que toutes les études, ils vont les faire en utilisant du Gatorade, évidemment. Mais c'est des vraies études, c'est pas Mhm. tu sais, c'est des études qui sont publiées dans des journaux revus par les pairs. Et donc, Gatorade ont vraiment une bonne réputation à ce niveau-là. Donc, de vraiment faire avancer la science là-dedans. Et donc, moi, je crois, j'y crois sûrement qu'elle fonctionne bien, cette patch, pour mesurer le taux de sel. Là, à quel point est-ce que c'est utile? Si quelqu'un est curieux, je suis sûr que les athlètes élites, ça vaudrait la peine juste de regarder pour voir à quel point est-ce qu'il en manque, à quel point est-ce qu'ils sont débalancés. Tu sais, c'est quand même un format très pratique. Tu fais juste la mettre, boum, puis tu le sais, versus de faire un protocole complexe. Puis tu peux le voir en temps réel avec ton cellulaire. Donc, cet aspect-là est quand même très intéressant. Mais bon, moi, est-ce que je serais du genre à aller là-dedans? Tu sais, moi, j'aime même pas Strava Pro. Tu sais, je suis vraiment très. J'ai juste besoin des bases. Donc, moi, personnellement, j'achèterais pas ça. Mais pour les gens qui aiment beaucoup les statistiques, puis qui veulent s'assurer qu'ils prennent assez d'électrolytes, qu'ils perdent pas trop de sel, parce que c'est tout à fait nécessaire pour la performance d'avoir assez d'électrolytes dans son sang. Je vous dis, tant mieux, amusez-vous avec ça. Tu sais, c'est pas une petite affaire, c'est pas une espèce de Kickstarter, de projet Kickstarter qui essaie de te vendre la lune, puis que tu sais, ils disent on va créer cette chose qui va pouvoir faire des affaires incroyables, puis là finalement quand le produit qui est délivré, qui est livré à la fin, c'est vraiment pas ça. Non, ça c'est quand même très légitime. Donc quand même cool, quand même intéressant de la part de Gatorade. Euh, mais bon, personnellement pour moi, ça va pas changer mes habitudes. Mais peut-être que Mhm. certains, éventuellement quand ça va être disponible sur le marché, peut-être que certains auditeurs du podcast voudront se le procurer. Moi, je pense que les gens qui ont déjà un intérêt au niveau de la macronutrition, là, c'est la personne qui vraiment va calculer ses besoins en glucides, en protéines, tout ça, va être intéressé à savoir Ouais, combien il y a eu de pertes aussi avec une technologie comme ça. Mais en même temps, on dit que c'est pas nécessairement super bon de compter vraiment en termes de macronutriments, là, à moins que tu sois vraiment un athlète, puis que là, le peaufinage en termes de performance nécessite de le faire. ouais. Donc oui, pour ces gens-là, mais je pense que pour la grande majorité du monde, je ne vois pas tant l'intérêt. Là. Tu sais, mettons que tu ne te soucies pas du tout du nombre de glycides que tu prends si tu en vas courir un marathon, mais que tu as ta patch Gatorade, on s'entend que je pense pas que c'est ça le plus important. Là, tu sais. Mais Euh, en même temps, c'est un fait, c'est documenté que les gens, ça varie beaucoup à quel point il y a de sel dans leur sueur. Il y a des gens qui perdent beaucoup de OK. sel dans leur sueur, puis il y a des gens qui en perdent peu. Fait que juste pour identifier ça, identifier si t'es ce qu'on appelle salty sweater, un sueur salé ou pas, déjà là, ça peut quand même donner un petit indice.
Mais je pense que tu as Te raison donner que une indication pour savoir comment te réhydrater par oui, de après. savoir est-ce que tu en Ouais, as besoin de tant que ça, est-ce que tu devrais te booster, rajouter des électrolytes de plus ou pas, ou est-ce que tu es correct avec la base. Mais je suis d'accord avec toi que ceux qui vont vraiment plus bénéficier de ça, c'est les athlètes élites. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. mais je sais qu'il y a beaucoup de Le- monde qui sont pas nécessairement élites puis qui s'intéressent à ça, puis tant mieux. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est pas très dispendieux non plus, là, à Non. 25 pièces là, américain probablement, mais bon. Là où j'ai toujours des petits doutes, par exemple, là, quand tu as une nouvelle technologie qui sort comme ça, puis qui est le seul, là, ben t'as pas de comparatif. Fait que, tu sais, l'info que ça va te donner, si tu la vraie fiable, tu peux pas la valider avec autre chose. Mais Ben, en tout cas, probablement que c'est fait, eux, là, quand ils font le test et tout, là, mais nous, en tant qu'utilisateurs, on peut pas le comparer. ouais, mais Gatorade sont à des années-lumière devant toutes les autres compagnies. Donc, sur ça, sur la Ouais. recherche. C'est les seuls qui mettent autant d'argent euh, dans la recherche là-dedans. Donc, ils ont comme pas de compétition. C'est un peu Fait qu'il y aura pas l'équivalent. de C'est un compétition. peu comme le Vaporfly de Nike face aux autres. Mhm. Sauf que là, il y a quand même un peu de compétition. Tandis que Gatorade, il n'y a juste pas de compétition. C'est ça. Ils sont tellement en avance sur les autres depuis tellement longtemps que je pense Ou, pas qu'il y aura une autre compagnie qui va en faire un autre. En plus que c'est très niché comme produit. Donc, c'est ça. c'est plate qu'il n'y en ait Ou quand pas, on mais je parle m'attends pas à ce qu'il y en ait. ouais. Ça. Quand on parle du capteur de puissance Stride, ben, il est pas mal le seul, puis depuis des années, très, très évolué. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il va en avoir d'autres. Mais pour le moment, c'est toujours lui qu'on nomme, puis il est pas mal le seul. Fait que c'est un peu difficile de pouvoir s'assurer que ce qui te sort comme information, c'est la bonne info si on peut pas la comparer avec autre chose, là. Mais Ouais. éventuellement, dans le cas des capteurs de puissance, il y en aura d'autres. Mais des compétiteurs de la patch de Gatorade, je pense pas qu'il y en ait d'autres de sitôt, là. Non, c'est ça. C'est toujours de même avec les nouvelles technologies. Ça prend du temps avant qu'il y ait de la compétition. Puis il faut faire confiance. Au Ouais. final, si tu veux vraiment cette information-là, il faut que tu fasses confiance à celui qui développe la machine. Mhm. Ensuite de ça, finalement, encore pour faire suite à Annick Bessot, on fait beaucoup de suites, de continuation de podcast, mais Ouais, ouais. en même temps, tu sais, c'est un peu ça, je pense que ça intéresse les gens de savoir, puis Ben d'être oui. informés en conséquence. J'avais mentionné que je crois, j'avais l'impression que la majorité de la population était overweight ou en surpoids, c'est-à-dire d'avoir un indice de masse corporelle, ça c'est le BMI, mais que j'arrivais pas à trouver le terme en français. Donc un IMC au-dessus de 25, entre 25 et 30, c'est là qu'on est en surpoids. Ben, j'avais raison. Donc j'étais pas sûr, j'avais pas vu me prononcer, mais finalement j'avais raison. Bon, du moins, là, les études les plus récentes que j'ai pu trouver, on avait en 2014 au Canada, pour ceux de 18 ans et plus, les femmes c'était 26,7 et les hommes 27,4. Puis aux États-Unis, 29,1 en 2015-16 pour les hommes et 29,6 pour les femmes. Donc un peu plus élevé. Ouais. Je pensais que Faut le. savoir que c'est un Oui, indice de 25. C'est un indice jusqu'à oui, 25 qui est normal. oui. Donc, Jusqu'à 25, c'est on est ça, ouais. encore entre guillemets en poids normal, santé. Normal. Puis après ça, c'est là qu'on devient en surpoids. Évidemment, il y a toujours les critiques de l'IMC qui vont dire, ben, par exemple, prends un joueur de football, mettons. Mhm, Il peut être très en forme, puis avoir pourtant un IMC qui dirait qu'il est obèse. Je pense il y avait mhm. Nana Momo qui travaille à la FQA, une amie à moi, je pense qu'elle avait fait un statut ou quelque chose par rapport à ça, que selon elle est ultra musclée parce que c'était une sprinteuse, puis donc à cause de ça, techniquement, elle compte comme en surpoids ou obèse, alors qu'elle l'est pas. Mais bon, moi je pense que ça s'applique quand même, l'IMC, ça s'applique sur la majorité de la population. C'est sûr que dans le cas des athlètes, là, tu peux plus tant t'y fier parce que du muscle, c'est plus lourd que du gras euh, en termes de. Attends, c'est plus lourd que du gras. Ben, oui, en termes de volume, oui. En termes de volume, ça a une Le plus muscle, grande. Oui, le muscle a ouais. une plus grande masse volumique que le gras. Donc, si tu as beaucoup de muscles, même si t'es pas plus Ouais, gros, ouais, c'est ça. tu vas peser plus. Donc, et c'est Mhm. pour ça aussi que plus tu es musclé, plus tu coules facilement dans l'eau. Tandis que quand tu as plus de gras, ben, là, tu flottes plus facilement. Donc, c'est ça. Je voulais juste revenir là-dessus. Je pensais que le Canada, on était rendu pire que les États-Unis.
étant donné qu'il y a plus Ah, d'immigration aux États-Unis et donc, ben, en général, je pense que les immigrants en général sont plus en santé. Mais bon, ça c'était juste mes suppositions. J'ai pas réussi à trouver des données plus récentes que ça. Si jamais quelqu'un veut y aller avec ça. Mais c'est ça, au Canada, on n'est pas tant mieux qu'aux États-Unis. Il faut juste garder ça en tête. mhm. On a toujours l'impression que les Américains, c'est juste des gros obèses. Non, au Canada, on a beaucoup de problèmes de cœur, puis avec l'obésité. Tu voulais C'est rajouter ça. quelque chose En pour fait, l'IMC? ben oui, en Ouais. fait, juste dire cet indice-là, dans le fond, l'IMC, il vient c'est du poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Fait que si tu mesures 1,80 m, fait que c'est 1,8 fois 1,8, fait que c'est le poids en kilos divisé par 1,8 fois 1,8. Ouais. Fait que ça va donner l'indice. S'il est entre 18,5 puis 25, c'est considéré comme normal. Puis en haut de ça, ben, effectivement, surpoids, obésité. Mais comme tu disais, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs variables qui ne sont pas prises en compte, là. Entre autres l'âge, le sexe, le poids des liquides, masse osseuse, masse musculaire, comme tu disais. Puis c'est ça. Fait que ça reste quand même un indicateur, mais parmi d'autres. Parmi d'autres, C'est pas le seul unique, oui, naturellement. parmi d'autres, mais ça reste l'indicateur qu'on peut le plus facilement avoir. Tu sais, c'est ça au final là, dans la science, c'est Ouais. faut que tu puisses l'avoir. Tu sais, tu peux demander à quelqu'un Je c'est pense quoi que ton poids, puis les gens d'habitude ont une balance chez eux, puis ils peuvent voir règle générale, puis là tu ah, peux continuer ton étude là-dessus. Comme méthodologiquement, tu peux pas envoyer des gens aller à la maison, mesurer avec les petites machines la quantité de gras, même si ces machines-là sont très précises, là, mais c'est juste en termes de faisabilité, c'est juste pas tant efficace. Fait que c'est le moyen, c'est un moyen très grossier, mais qui donne une idée quand même. Donc, c'est juste pour répondre à ouais, tous ceux qui adorent critiquer ouais. En l'IMC. fait, C'est ça. ouais. Le premier indicateur va être, mettons que tu vas chez ton médecin, mais le premier indicateur, c'est quand il va te voir. Il va te voir que tu sembles beaucoup trop maigre ou beaucoup trop gros. Puis là, à ce moment-là, ben, il va calculer l'IMC. Mais mettons un athlète très musclé qui peut avoir un IMC qui dépasse la normale, ce ne sera pas un indicateur qui va vraiment être parlant, j'imagine. Ouais. C'est les Au exemples final, que il y a tu du donnais là, par jugement, rapport c'est à ça. des athlètes musclés. Là, ouais. Ouais, au final, c'est une question de jugement aussi. Fait que, Ouais. c'est ça. Ensuite de ça, Next. ouais, on a Alexandre Brunel qui commentait encore une fois sur l'épisode avec Yannick Bessot. Donc, on a eu beaucoup de commentaires. On aime ça. Beaucoup de commentaires ou questions. On Ben aime oui, ça y répondre merci. parce que c'est des bonnes questions. Il disait j'aimerais voir les études sur les bénéfices de la course à jeun, car j'ai vu d'autres études qui démontrent qu'il n'aurait pas de bénéfices et que le corps utilise principalement les glucides, voire même les protéines. Oui, c'est tout à fait vrai. J'ai justement fait un petit peu de recherche là-dessus par la suite parce que c'était mon impression aussi là, qu'il n'y avait pas tant de recherche qui back que de courir à jeun, ça va augmenter les performances. Non, courir à jeun, ce qui est prouvé, c'est que tu vas brûler plus de gras parce que quand tu es à jeun, tu brûles plus de gras quand tu cours. Oui, ça c'est un fait. Euh, Par contre, le corps, quand il court, il est efficace quand il brûle des glucides. Quand tu vas courir un marathon, la majorité du marathon, tu vas quand même brûler des glucides. S'ils ont fait des études, quand tu essaies de brûler du gras, ton corps n'est pas fait pour ça, il n'est pas efficace pour ça. Donc, euh, courir à jeun, est-ce que je le recommanderais? Personnellement, non. Le consensus scientifique, j'ai l'impression que c'est pas trop clair si ça va vraiment aider. Peut-être peut-être pour des épreuves un peu plus ultra. Que là, peut-être que ça peut aider d'être capable de bien brûler le gras. Parce que le gras, techniquement, il donne plus d'énergie pour un même poids que les calories, que les glucides. 1 gramme de gras a 9 calories versus 4 calories pour 1 gramme de glucides. Mhm. Euh, mais c'est ça, au final, le corps est vraiment efficace pour utiliser des glucides, le glycogène. Donc, en effet, je crois pas, je dis pas que c'est ma recommandation de courir à jeun. Je dis personnellement, moi, je le fais juste parce que c'est comme je suis rendu habitué un petit peu. Comme mettons, je me couche le soir, je mange quand même un gros souper. Puis là, le matin, ben, je cours me rendre à l'école, ou je cours faire mon workout, puis je mange après.
C'est juste rendu comme un peu une habitude. Je le fais pas parce que je veux viser ça. C'est juste, c'est plus euh, convenient, c'est plus pratique pour moi. Mais non, en effet, je crois pas. J'ai envoyé la question à Annick. Donc là, je viens d'envoyer. Donc, je dirais si jamais elle dit quelque chose de contraire, qu'elle dit que finalement, récemment, il y a eu des développements que ça serait quand même très utile. Mais je crois pas. Là. Après une petite recherche, ça semble quand même, oui, en effet, que il n'y a pas vraiment de bénéfice à ça. La course à jeun, je pense que c'est très hypé parce que on brûle du gras. Et oui, c'est vrai qu'on brûle du gras, mais au final, tout est une question de calories qui rentrent puis calories qui sortent. Oui, peut-être tu vas brûler du gras, mais après ça, tu vas le remplir après, une fois que tu reprends des calories. Donc, c'est plus, il faut que tu t'assures qu'il y a le nombre de calories qui rentrent est le même que le nombre de calories qui sortent. Ou si tu es en surpoids, qu'il y en a un petit peu moins, que tu as un faible déficit, un déficit sain, évidemment. Aussi, une fois qu'il a fini de gruger dans les gras, ou du moins qu'il a commencé et qu'il est comme plus capable, le corps peut aussi aller gruger dans les protéines quand on est à jeun, s'il n'y a pas assez de glucides. Puis ben c'est pas le fun parce que les protéines, c'est ça qui fait les muscles. Donc tu veux pas perdre de muscles. Puis c'est quelque chose que ça peut faire. Ton corps, c'est sa dernière ligne de défense, mais s'il faut, ben il va aller manger dans ses muscles pour te donner l'énergie que tu demandes. Donc je pense pas que c'est notre objectif nécessairement de perdre du muscle. Donc, je vais répondre ça comme ça. Faites-le si c'est pratique pour vous, si vous aimez ça, mais changez pas votre style de vie si ça va bien en ce moment. C'est sûr, il y a certains gens, certaines personnes qui sont comme pas capables de courir pas à jeun, qu'ils vont toujours se mettre à aller chier n'importe où. Puis en ce moment, les toilettes, c'est comme on a discuté déjà, c'est pas très pratique. C'est ainsi avec le coronavirus, les gens sont pas très accueillants dans les dépanneurs et compagnie. Bon, c'est pour un côté pratique, allez-y, mais sinon, virez pas fou avec ça. Euh, Ensuite de ça, Mhm. on se prépare. Je pense Oui, que vas-y. souvent ce qu'on voit, France. Oui, OK. Non, j'allais dire, souvent ce que je vois comme argument, justement, les gens qui courent à jeun, ils disent c'est pour habituer mon corps à justement à l'épuiser dans les lipides. Mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que le corps, ça peut y prendre beaucoup de temps avant de finalement être efficace, là. Fait que, tu sais, fait que de un, j'imagine, ça peut être très long, là. Puis aussi, ben, ce que je lis aussi souvent, c'est bon, c'est correct ou en fait, c'est pas grave si vous faites des courses pas trop longues, pas trop rapides, mais tu sais, avant un gros entraînement ou une course très longue, ben, vaut mieux se mettre un peu de réserve glucidique, là. C'est vraiment l'idéal, là. C'est beaucoup plus safe, là. C'est ce que je lisais, là, par rapport Mhm. à ça. Ouais, puis, ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite de cela, bon, en préparation à l'épisode avec Dom Royer, qui avait fait 9000 km en 2020, j'avais été curieux, c'était quoi le record pour le plus de kilomètres en une année? J'ai aussi Phil qui m'a, par la suite, après avoir écouté l'épisode, mon ami Phil Blackburn, qui m'a aussi envoyé cette chose-là par la suite. Dans le fond, le record pour la plus grande distance parcourue en 365 jours est détenu par Serge Girard, un Français un coureur d'ultra. Il a fait, tenez-vous bien, 27 011 km en 365 jours. Il a été à travers 25 des 27 pays de l'Union européenne. Ça, c'est débile. 27 000 km, c'est plus que du millage annuel d'un char moyen. Tu sais, c'est vraiment, c'est complètement fou. Tu cours beaucoup à chaque jour pour accomplir ça. 74 km par jour. Aïe, aïe, 74 km par jour, 74 merci. km par jour, ouais. Aïe, 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 c'est vraiment débile. C'était... ouais, avant, de 87 à 2006, Serge Girard avait couru à travers tous les continents, l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, en brisant 4 records du monde. Donc, je ne sais pas si c'était d'avoir parcouru les continents. Bon, puis bref, quelque chose qui était aussi intéressant, c'était de voir bon, des statistiques de ça. Bon, ah oui, 70 km par jour, journée de repos
absolument aucune journée. Il est allé dans 25 pays. Euh, Combien de poids a-t-il perdu? Veux-tu essayer de deviner ou tu le vois déjà? Ah, je le vois, oui. Ah, ok, bon. 10 kilos. Il est parti à 64 kilos, donc coureur typique. Puis il a fini à 54 kilos. Donc ça, c'est coureur qui manque de Pas gros. nutrition. Ouais, vraiment pas gros. Il a utilisé 50 paires de souliers pour faire ça. Il devait consommer 8000 calories par jour. Puis même à 8000 calories par jour, il a perdu 10 kilos au cours de l'année. Donc même ça, c'était pas assez. 10 litres d'eau par jour. Il a mangé 5000 fois. Donc il a placé des feedings, donc des moments qu'il mangeait. C'est un peu dur d'avoir des déjeuners, dîners, soupers. Je pense plus qu'il essaie juste de manger n'importe quand qu'il peut manger quand il fait ce défi-là. 9 Mhm. heures quand même de sommeil à chaque nuit, donc quand même beaucoup si on veut, Mhm. quand on compare à d'autres ultras, mais je pense que c'est quand même nécessaire. Passer dans des températures de -20 en Finlande à +30 dans d'autres pays. Donc c'est pas si... Ça dit hey, température extrême, je dirais pas que c'est tant extrême si on compare aux températures qu'on a au Québec. Et il y a eu 20 personnes qui l'ont assisté, qui l'ont aidé pendant cette course, peut-être l'aidant à le pacer. Bon, c'est ça. On avait dit 50 paires de souliers, 100 paires de bas, 50 shorts, 5 kg de shea butter ointment. Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est quelque chose, j'imagine, un peu comme de la vaseline pour... Genre de vaseline? ouais, c'est Ouais. ça que j'imagine pour ses oreilles, ses lèvres, puis ses narines. Euh, Aussi 150 tubes de crème mon Dieu, comment ça s'appelle déjà des blisters? Ça, c'est Tu sais, les cloches sous les pieds quand t'as une pour petite les lèvres, cloche. là, Non, je pense pas, tu sais, quand t'as une ouais. ampoule. Les lèvres gercées, c'est pas ça? Hmm, Ah, ok. Ah, ouais. ok, ok. Ah, ou peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas, mais je pense blister. Peux-tu Bon, googler ça si bref. blister c'est ampoule? Bon, ouais. Mais ouais. 60 tubes de crème solaire. 20 litres d'huile à massage. Les cloques. Cloques, ouais. Ok. Clot, c'est ampoule. Ok, fait que Les, c'était pas ça. Fait ouais. que ça devait être pour ses lèvres, Cloques. en fait. Des cloques, ouais. Ah, des cloques, ok. Ouais. Bon. En tout cas, ça devait être pour ses lèvres Ouais. sûrement, parce que vous avez sûrement déjà vu quand tu passes trop de temps dehors, un peu tes lèvres un peu gercées. Mais là, imaginez de passer Ouais. tellement de temps dehors, puis de courir tout le long de. Euh, donc, il prenait des solides et des liquides à tous les 4 km. Il s'arrêtait plus de 5000 fois pour manger. Euh, 10 litres d'eau minérale par jour, 3000 litres au total, 2000 barres de céréales, 200 kilos de riz ou pâtes, 60 kilos de fruits, 370 canettes de suppléments alimentaires et 50 kilos de miel. Donc c'était Winnie l'ourson, ce Mhm. coureur-là. Il y avait une petite fixation sur le miel, mais bon, peut-être que c'était la seule chose qu'il avait de digérer, puis c'est ultra calorique, donc ça l'aidait à maintenir son apport calorique. Quand même drôle, le 50 kilos Mhm. de miel. Donc, quand même débile, 27 000 kilos en un an. Je pense pas que c'est prêt d'être battu comme record, parce que c'est quand même difficile quand tu penses à toutes les as qu'il faut que ça aligne, surtout de pas te blesser. De faire ça sans te blesser, puis sans qu'il y ait Ouais. des gros pépins majeurs, c'est quelque chose. C'est Yes. un accomplissement en termes de logistique, en termes de physique aussi, de faire 70 kilos par jour, mais aussi de logistique, c'est quelque chose. Ouais. Good. Fait que next, là, on est vraiment rendu dans les nouvelles. Fait que Enfin! on lâche les Après, rappels des derniers épisodes. après 1h08. Alors, après combien? 1h08. Mais une nouvelle qui date du moment où on enregistrait, je pense, le dernier, Jacob Ingebrigtsen, qui a fait un doublé le vendredi 5 mars au 1500 mètres en 3:37,56. Il a gagné, mais au départ, il avait été disqualifié du 1500 pour avoir marché à l'intérieur de la piste. C'est Oh! sur piste intérieure, là.
Il avait comme marché, c'est ça, à l'intérieur de la piste, mais après ça, la première place lui a été remise parce qu'il avait été bousculé, puis il n'était pas Ah, l'instigateur. Donc, mais au départ, il avait été disqualifié. Fait que c'est sa première place au 1500 mètres le 5 mars. Mais il avait quand même fait un chrono, c'est ça, de 3 minutes 37. Il avait fait 3 minutes 31 en février. Fait que quand même 6 secondes de plus lent. Parce que ça, en février, il a fait 3,31 qui était le cinquième meilleur chrono de l'histoire en salle sur 1500 mètres. ouais, donc plus lent. Euh, Mais ce qu'il faut savoir, un c'est peu que plus lent, ouais. les 1500 mètres, ça dépend énormément du peloton. Tu sais, c'est tout OK. le temps, eux, là, Ah oui, c'est oui, oui. ultra stratégique tout le temps, ces courses-là. Donc, si le peloton va Ben oui, c'est lentement, vrai. tu sais, 5 secondes, oui, c'est beaucoup sur un 1500, mais ça veut pas dire grand-chose si tu sais rien sur le peloton. Donc, quant à moi, c'était surtout une différence de peloton. Ça veut pas dire qu'il est 5-6 secondes moins en forme qu'il était à ce moment-là. Donc, juste pour faire la nuance Mhm. que c'est ça. Oui, mais c'est important. Moi, c'est des nuances que je connais pas encore, donc c'est bien important que tu les fasses, là. Mhm, Puis plusieurs de nos auditeurs, probablement, qui ne savent pas non plus. mhm. Puis 2 jours plus tard, ben, c'est ça, il allait pour le doublé. Donc, le 7 mars, le dimanche, sur 3000 mètres, son meilleur temps à vie, donc 7 minutes 48-20. Donc, aux 3000 mètres, probablement à l'intérieur aussi, Oui. à la même place, là. Ouais. Ouais. Fait que 7,48, son meilleur temps à vie. Bon. Il est toujours en feu, le petit Ingebrigtsen. Ça s'arrête pas. Ouais. Ensuite de cela, une histoire assez impressionnante. C'était Bouleli Matanga de l'Afrique du Sud. Dans la nuit du 5 au 6 mars, il a couru un 10 000 mètres en 2:28,93. Bon, excusez, 28-24-93. S'il avait couru un 10 000 mètres en 2:28, ce serait complètement débile. Il aurait utilisé une fusée pour ça. Mais il a couru pieds nus. Donc 2,50 de moyenne, 2,50 du kilo de moyenne. Puis il y avait quand Ouais. même du vent et de la pluie. Donc pas des conditions idéales. Mais là, pourquoi est-ce qu'il a couru ça pieds nus? Ben, après, il avait fait une course, un 5000 mètres, quelques semaines plus tôt. Il avait été disqualifié parce qu'il portait des Vaporfly, les Next Percent ou les 4%, qui sont bannis sur piste parce qu'ils sont trop épais. Donc sur piste, il faut utiliser les Dragonfly ou ben, n'importe quel autre soulier, mais qui ne dépasse pas la limite qui est, je crois, de 25 mm d'épaisseur de semelle. Donc, il avait été disqualifié par la suite. Il avait fait 13,47 qui était un record pour lui. Mais non, c'est ça, il a été disqualifié par la suite. Puis là, c'était comme un petit peu une façon de dire comme un middle finger à tout le monde qui le critiquait, qui disait ben là, tu fais ces performances-là grâce à tes souliers, puis tu vaux pas vraiment ça. Je pense qu'il a plus. Avec ça, il peut prouver un peu le contraire. Tout ce qu'il a mis sur ses pieds, il a mis comme des rubans, comme de protection, comme un petit peu je pense ce qu'on met après quand on a une blessure, juste pour protéger un petit peu l'avant de ses pieds sur lequel il atterrit. Le midfoot un peu. Il a. Ouais, c'est ça. Il a un peu silence les critiques. Donc, il les a un peu fait se taire avec ce résultat-là. Et puis, dans le fond, il attend des souliers. En ce moment, c'est pas parce qu'il voulait complètement changer son style. C'est juste qu'il a commandé d'autres souliers, mais il les attendait encore. Des souliers qu'il pourra utiliser sur la piste, probablement des Dragonfly. Euh, mais donc en attendant, il s'est dit bon ben je vais faire ça nu-pied. De même, je pourrais pas être disqualifié. En effet, c'est légal de courir des courses sur piste ou sur route nu-pied. Vous pouvez pas être disqualifié pour ça, à moins que ça soit spécifié dans les règlements de la course. Et donc, bon, ça va être intéressant de voir s'il sera capable de refaire la performance sur 5000 parce qu'en même temps, c'est dur de dire d'équivaloir une performance de 10 000 à une performance de 5000 ou si ça dépend énormément du peloton lors de la course. Mais tout de même, un 28-24 dans des conditions difficiles, j'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être pas mal proche du 13-47 sur 5000 en termes de score IAF. Donc, bon, à vérifier peut-être pour une prochaine fois.
Mais c'était quand même intéressant comme petite histoire. Puis ça prouve aussi que les athlètes élites, surtout Mhm. en Afrique du Sud, dans les pays plus en développement, ils sont pas à l'abri des problèmes techniques comme de juste pas avoir des souliers légaux pour des courses. Lui était chanceux, il y avait des Next Percent, que c'est pas tout le monde qui peut avoir des souliers aussi dispendieux. Ben là, malheureusement, c'était pas légal sur la piste, donc il a dû faire sans, puis il devra faire sans jusqu'à temps qu'il reçoive ses nouveaux souliers. Ça devrait pas tarder trop, trop. Mm. Good. Ensuite, toujours le 5 mars, dans le fond, un gros week-end de course, mais cette fois-ci, c'est Mo Farah qui a ouvert sa saison 2021 à Djibouti, le demi-marathon international de Djibouti, qui a gagné la course en 1h03 et 1h03 minutes et 6 secondes. Farah avait prédit que la course allait être difficile, puis que ça allait pas être gagné facilement. Puis il avait raison là-dessus. Son partenaire de course, Bachir Abdi, il a fini seulement 4 secondes après lui en 1,3 et 10 secondes. Et c'est indiqué que le top 7 a couru en bas de 1,5, ce demi-marathon-là. Pas Donc les pire. 7 hommes tout en bas d'1,5, ouais. Je sais qu'il y avait un peu de débat, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de coureurs français dans cette course, puis là, je sais qu'il y a la page, je pense que Ah oui. c'est Runix ou c'est Runin, en tout cas, peu importe, qui disait, bon, à vous de faire vos paris, puis là, il mettait Mo Farah, puis plein de coureurs français, puis moi, je dis, dans une course, si Mo Farah est là, je vais jamais parier contre lui, parce qu'il est juste, il y a tellement un finish incroyable, fait que ça vaut pas, c'est trop risqué parier contre lui. Si j'avais eu à mettre un pari, je l'aurais mis sur lui. Puis comme de fait, il l'a remporté. Donc, pas de surprise là-dessus. Je laisse continuer. Cool. Ouais, en fait, il y a un article qu'on a vu, moi je l'ai vu plusieurs fois partagé sur Facebook, le titre c'était 10 km de marche et 10 km de course, la même dépense d'énergie, point d'interrogation. Fait que c'est sûr que ça attire la curiosité, parce que là tu te poses la question, ah ouais, ça se peut-tu que ce soit la même dépense énergétique, un 10 km de marche vs un 10 de course? Parce que je pense que l'élément de base, c'est de dire, ben, la marche, oui, c'est plus lent, mais c'est plus long, fait que tu fais le sport plus longtemps que la course. Ouais. Mais bon, finalement, j'ai lu l'article, ça date déjà un peu, là, ça date de fin février. Fait, je me rappelle plus trop des détails, mais en gros, ça disait que non, là, vraiment, 10 km de course, c'est une plus grande dépense énergétique. L'as-tu lu plus récemment, toi? T'as-tu souvenir de ce qui se retrouvait dedans? Oui, puis ça a confirmé mes pensées. Dans le fond, moi aussi, j'étais à peu près certain que la course était plus énergivore. C'est sûr que si on regarde à la base d'un point de vue purement physique, pour ceux qui se rappellent encore de leur cours de physique du cégep ou du secondaire, euh, de déplacer un objet d'un point A au point B, puis là qu'on dit que ce soit 10 km, ce point A à point B, si l'objet a une même masse, techniquement, en théorie, la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer devrait être la même. Ça, c'est un fait que ça prenne 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40, 50, 1 heure, 2 heures, ça devrait être la même. Ça, oui. L'affaire, c'est que l'humain n'est pas une machine qui va juste pousser en ligne droite. C'est une machine qui a en elle-même plein de petites machines qui poussent dans des directions Okay. différentes, qui peuvent être parfois plus efficaces, parfois moins efficaces pour fonctionner. Et donc, c'est beaucoup plus complexe. Et la question devrait donc être, ben, est-ce que l'humain est plus efficace à la marche ou à la course? Parce que là, si on fait juste regarder la dépense d'énergie pour quelqu'un qui aura marché un 10 km versus quelqu'un qui a couru, mais si ça prend plus de temps en effet pour marcher, mais peut-être que juste avec son basal metabolic rate, donc juste comme au repos, on brûle des calories juste pour que notre corps fonctionne, peut-être qu'il y en aurait un petit peu plus. Vu que on a pris, mais ça c'est parce qu'on a pris un laps de temps plus grand. Par contre, si on fait juste regarder l'énergie qui est dépensée pour se déplacer, alors là, c'est sûr que la course va être plus énergivore. Pourquoi? Parce que la marche est ultra efficace. La marche, on ne fait pas des gros mouvements en montant puis en descendant. On ne fait pas plein de grosses collisions, de gros chocs. C'est très efficace. Il y a beaucoup
beaucoup moins de perte d'énergie. Tandis que quand on court, ben, il y a beaucoup de perte d'énergie. C'est pour ça que, on a très chaud, parce que on en dépense beaucoup d'énergie, parce que nos muscles s'activent, mais aussi on en absorbe beaucoup avec nos mollets qui vont absorber nos pieds, tous les ressorts de notre corps mon Dieu, j'oublie le terme, là, il y a les muscles puis il y a les ligaments vont absorber de l'énergie. Puis, et donc, mais juste le fait de devoir monter et descendre quand on court, parce que c'est ça, courir. Tu montes et tu descends, c'est une série de chutes. En marche aussi, c'est une série de chutes, mais tu as toujours un pied qui touche au sol. Tandis qu'en course, ben, tu te propulses tellement fort que tu vas dans les airs, qu'il y a un point qu'il n'y a pas de contact des deux pieds. Euh, donc, Mhm. c'est sûr que c'est plus énergivore de le faire à la course pour cette raison. Puis je pense ils ont fait des études là-dessus aussi. Puis c'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Mais juste d'un point de vue théorique, c'était mon impression. Puis là, ça a comme confirmé ces notions-là dont je me souvenais. Mais donc oui, vous allez toujours dépenser plus d'énergie à la course qu'à la marche parce que la marche est plus efficace. On veut pas être efficace dans la vie quand on fait du sport, à moins mettons, on veut être efficace dans notre technique de course. C'est pour ça qu'on essaye souvent on enseigne, essayer de moins faire des grands mouvements de haut vers le bas. Quand on court, on veut essayer de garder notre tête la plus droite Mhm. possible. Parce que si on fait des gros mouvements de haut vers le bas, on dirige de l'énergie gaspillée, dans le fond, vers le haut, et ensuite qui va devoir être absorbé dans notre corps, puis qui va C'est faire du ça. mal à nos muscles quand on atterrit vers le bas. On veut envoyer le plus d'énergie possible vers l'avant. Mais donc, si on parle juste en termes d'entraînement, quand on veut brûler des calories, on veut ne pas être efficace. Comme on a discuté avec Annick, on veut être un gros Hummer et non une petite Toyota Yaris super écologique. Non, on veut être un gros Hummer qui pollue. On veut dépenser beaucoup d'énergie. Comme ça, ben, on va être plus en santé parce qu'on fait beaucoup d'exercices. Donc c'est ça. C'est la réponse à la question. Puis ensuite, je pense qu'il parlait un peu de si tu vas un peu plus vite, est-ce que tu vas brûler plus? Je crois que là, quand on est rendu dans des vitesses élevées, là, ça fait plus tant de différence. Je pense que la grosse différence, c'est surtout quand tu passes de marche à course. Ensuite, quand tu passes de course à 5 OK. minutes du kilo, 4 minutes du kilo, 3 minutes du kilo, oui, tu vas être plus essoufflé à la fin, mais peut-être que tu vas dépenser une toute petite affaire, plus d'énergie, mais la différence est beaucoup plus moindre. Elle est vraiment moindre entre courir à 5 minutes du kilo puis 3 minutes du kilo versus juste de marcher et courir. C'est comme un cheval, quand il passe du trot au galop, c'est un monde de différence en dépenses énergétiques. Au trot, il est capable de durer toute une journée. Au galop, il va surchauffer super vite, puis il sera pas capable de le faire durer super longtemps. Puis c'est comme ça que les humains étaient OK. efficaces pour les chasser, les animaux. Si on revient à l'épisode sur l'histoire du monde de la course. Mais bref, Ouais, ben oui. on va conclure ça là-dessus parce que là, Mhm. on est déjà rendu à 1h22. Je te laisse continuer. Cool. Ouais. Oui, un autre article que j'ai lu récemment, j'ai bien aimé, je voulais vous le partager. C'est un sujet qui est souvent abordé aussi, mais on n'en parle jamais trop, là. C'est les 7 erreurs classiques en course à pied. Souvent des erreurs faites un peu par les gens un peu plus débutants. Donc, je vais y aller avec la liste, avec certaines explications. Fait que dans le fond, le point 1, c'est d'avoir un objectif qui est non adapté ou non réaliste. Donc, ça, c'est une erreur qui va se produire, là, la personne qui s'établit pas un bon objectif. Dans le fond, ça, c'est moi qui l'ai ajouté, j'avais lu, entendu ça ailleurs, là, pas dans cet article-là. L'article d'ailleurs, il vient de docdusport.com. C'est les 7 erreurs classiques en course à pied. Donc, c'est ça, quand on s'établit un objectif, on peut penser SMART. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça, François, probablement. Ah Là. oui, j'ai déjà Donc, c'est comme mentionné. Oui. l'acronyme des, oui, tu l'avais mentionné. OK, ben c'est ça. Fait que je vais le répéter. Fait que SMART, dans le fond, c'est l'acronyme, on utilise les lettres. Fait que le S pour spécifique. Donc, un objectif qui va être spécifique, c'est-à-dire qu'il va être bien défini, il va être précis. Ensuite, un objectif qui va être mesurable. Donc, on va pouvoir voir le progrès au fur et à mesure que de l'entraînement, puis qu'on va pouvoir voir mesurer le résultat, dans le fond, de l'objectif.
un objectif qui est atteignable. Donc, que la barre pour atteindre l'objectif est ni trop haute ni trop basse. Trop haute, dans le fond, ça pourrait faire en sorte que ton entraînement, à un moment donné, va être juste trop difficile, ça va devenir frustrant. Puis si la barre est trop basse, ben ça pourrait être ennuyant, ça pourrait être plate parce que c'est un objectif qui serait comme trop facile. Donc SMA, R pour réaliste, donc qui prend en compte le contexte puis les contraintes pour le faire. Là, je ne m'établirais pas aujourd'hui un objectif d'aller faire des chaînes de montagne en Europe parce que actuellement, on ne peut pas voyager. Fait que, réaliste dans le sens de prendre en compte le contexte et les contraintes, ben, c'est ça. Là. Puis finalement, temporellement défini. Donc en anglais, c'est time-bound. C'est que dans le fond, qu'il y a une échéance, qu'il y a un moment où que ça va se terminer. Donc, un objectif adapté, réaliste, c'est ça. En pensant smart, ça peut aider à bien l'établir. Donc, première erreur. Deuxième erreur, on en parle souvent aussi, ben, c'est le volume qui augmente trop vite. Donc, un coureur qui va courir, ben, moi, comme je l'ai fait quand j'ai commencé, là, je faisais des semaines de 10, 15 kilos, puis à un moment donné, j'aime ça, ben, je suis monté à 40 puis 45 assez rapidement, puis ben, en quelques mois, tu finis par te blesser. Ça peut être en quelques semaines pour certains, quelques mois pour d'autres peut-être pas, mais c'est vraiment une erreur qui revient souvent de, on aime courir, la passion, elle se développe, on aime le feeling, puis ben, c'est ça, on se met à courir trop. Troisième erreur, c'est des courses toujours pareilles. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, je vais courir 10 km 5 fois par semaine, puis c'est ça. Ben, la personne va tout le temps courir 70 km, pas mal souvent à la même vitesse. Fait que ça peut devenir un peu ennuyant, puis ça fait pas progresser non plus de toujours faire la même chose. Erreur 4, course trop rapide. Donc, ça, on en parlait avec Ouais. Jean-François Harvey. Puis C'est d'homme que royer souvent aussi. être souvent dans la zone, la trash zone, là, la zone 3, où que c'est pas assez rapide pour que ton corps ait à s'adapter, puis c'est pas assez lent pour que pour que tu récupères bien. À un moment donné, tu vas finir par te fatiguer en courant tout le temps à cette vitesse-là. Donc, vitesse trop rapide. Point 5, là, ça, on est touché par ça, c'est de ne pas faire de renforcement. Je Fait viens de que, t'as-tu commencer. commencé, toi, d'ailleurs? Je viens de Ah, bon, c'est commencer. Je bon. les ai pas encore mis sur Strava. Faut que je fasse ça là, pour pas que je perde le compte. J'avais OK. fait 2 sessions à date. Je suis bien fier. Bon, c'est bon. C'est bon, excellent. Moi, je n'ai pas fait. Point 5. Point 6, négliger la récupération. Donc, quelqu'un qui court beaucoup puis qui récupère pas assez. En même temps, je pense que quelqu'un qui suit un plan d'entraînement, ben, normalement, la récupération est intégrée au plan, là, elle doit être respectée. Fait que, mais c'est quand même une erreur qui revient. Erreur numéro 7, pardon, être esclave de la techno et des plateformes de partage. Donc, c'est ça. On ne peut pas courir sans la montre. S'il y a un problème en enregistrant l'activité, ben, on est frustré ou on pense à notre partage qu'on va faire sur Strava. Donc, c'est une erreur qui revient assez fréquemment. Donc, ça, c'est les 7 erreurs dans l'article. Moi, j'en rajouterais quelques-unes parce qu'on sait, entre autres, que c'est super important d'être régulier, d'être constant. Donc, même si tu débutes à la course, tu dis, ben, je vais faire 2 ou 3 sorties par semaine, ben, fais-les tes 2, 3 sorties par semaine après semaine après semaine. Puis c'est ça qui va faire que tu vas bien évoluer, bien progresser, tout ça. Si tu n'es pas régulier, si tu en fais 2, 3, 4, une semaine, puis l'autre semaine 0, puis une autre semaine à 4, puis tout ça, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment la constance et la régularité. Autre point que j'ajouterais, c'est que se dire que la douleur, c'est normal. Dans le fond, on entend souvent dire, ben, tu sais, il y a le no pain, no gain. Là. Je pense qu'il y a des gens qui le disent ou qui l'entendent pas de la bonne façon. Tu sais, no pain, no gain, c'est bon si tu dis j'ai un entraînement difficile parce que je sais que je vais le faire, je vais le réussir, puis je vais bien récupérer après, ça va me permettre de progresser. Ça, le no pain, no gain, je pense qu'il est bien utilisé à ce moment-là. Mais quelqu'un qui se dit ça parce qu'il a mal, parce qu'il court dans la douleur, puis c'est parce que ça annonce des blessures, ben ça, c'est pas une bonne façon de se dire le no pain, no gain. Il La ligne s'applique est pas dans ce mince. cas-ci. La ligne est mince tout de même. Ouais. Ouais. Oui, c'est comme je pensais, comme coureur débutant, souvent on va avoir des petits bobos par-ci, par-là. Oui, c'est de la douleur, mais ça, c'est une douleur qui, je pense, peut être normale quand tu es au début, parce que ton corps vraiment, tu vas avoir des petites crampes, des petits trucs comme ça, fait qu'il s'adapte. Mais moi, je parle de douleur là, vraiment récurrente là, qui revient
course après course après course qui dure pendant des mois, ben ça, c'est pas normal. Là. Puis il faut s'habituer à être capable d'identifier la différence entre être raqué puis être blessé. Puis des fois, c'est Ouais, très similaire. C'est ça être probable. l'affaire, mais il faut l'apprendre. Puis c'est ça. En tant que débutant, c'est très Ouais, facile de faire cette erreur. ouais. Ouais, parce que faire une course qui est programmée puis qui est faite pour te faire courir sur de la fatigue, c'est correct. Tu sais, si tu es courbaturé, Oui, mais la course, elle va te servir à te développer en courant sur la fatigue, à être oui, capable de. Mais ça, c'est une chose, ça, c'est correct. Par contre, si c'est de la douleur à cause que ça annonce une blessure, une inflammation, tout ça, mais oui, c'est ça, il faut être capable de faire la distinction entre les deux. ouais. Puis finalement, autre point que je dirais, mais bon là c'est variable, ben en fait je dirais que quelqu'un qui varie pas ses surfaces de course, quelqu'un qui va vraiment tout le temps courir sur le même type de surface et qui fait quand même un assez gros volume. Encore là, je reviens à quelqu'un, mettons, qui court 10-15 km par semaine, qui court que sur l'asphalte, qui récupère bien, puis tout ça, je pense pas que ça crée de problème, là. Mais quelqu'un qui fait du gros volume puis qui varie pas les surfaces, qui est tout le temps sur l'asphalte ou sur des trottoirs, sur le béton, c'est encore pire. Ben là, ça pourrait être problématique à un certain moment. Fait que c'est des erreurs que c'est sûr que l'article avait soulevées. Moi, je n'ai ajouté quelques-unes. Ouais. Avais-tu un petit truc à ajouter, François? Ouais, pas mal d'accord avec tous les points. Je dirais juste le dixième, ne pas varier les surfaces. Il y a des études qui ont été faites là-dedans, puis de Oui. changer les surfaces, ça réduisait pas nécessairement le risque de blessure. Ah, OK, Théoriquement, OK. par contre, on a l'impression que c'est quand même bien de faire de la variété, de pas tout le temps mettre le même stress. Mais je pense que ça dépend aussi c'est quoi. Tu sais, si tu t'entraînes tout le temps sur la piste, là, m'a dit tu vas te blesser. En même temps, c'est très rare les personnes, je pense, qui font juste ça. Tu sais, de la route, je pense pas que c'est si mauvais. Je pense pas que c'est si OK. grave de tout le temps faire de la route. Je pense que c'est bien juste de rajouter des côtes juste pour, d'un, que tu sois prêt à des côtes quand tu fais des Mhm. courses. Puis de deux, c'est ça, de te faire travailler un petit peu les quads, de te faire travailler de différents endroits. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Le trail aussi, j'aime bien, je trouve que OK. c'est bon. Euh, mais je dirais pas nécessairement que je qualifierais ça d'erreur. Je pense qu'il faut aussi que tu ailles avec OK. ce qui fonctionne pour toi, ce qui est réaliste pour toi. Puis si c'est pas réaliste pour Ce toi, qui est ben, possible de faire, ouais, c'est ça. tu sais, si t'as pas de trail dans ton coin, ben là, va pas te virer fou à faut absolument que j'aille à 1 heure de char pour aller faire des beaux trails parce que sinon je vais me blesser. Tu sais, Ouais, je c'est pense ça. au final, Ou trouver une piste cyclable en gravelle ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est ça, Il y a, ça il y peut aider a, il y a un aussi. autre Ouais. point qui me vient en tête ouais, il y a un autre point qui me vient en tête, mais j'allais dire courir avec pas des bons souliers, avec des souliers vraiment ordinaires. Mais en même temps, Oui, j'ai souvent l'impression que quelqu'un qui débute la course, c'est comme la première chose qu'on va lui dire, tu sais, procure-toi des bons souliers. J'ai l'impression que c'est quasiment un réflexe quand tu veux commencer à la course et être sérieux de dire je vais aller me chercher des bons souliers. ouais, C'est comme très connu, c'est vrai ce que tu dis. j'ai l'impression. Mais j'ai déjà vu des exemples de personnes qui couraient avec des affaires, j'étais comme wesh, genre comment tu peux courir avec ça? Il y a bien du monde qui le savent Ouais. pas, comme quand je jase avec du monde qui sont pas coureurs, que je suis OK. comme mais Bon, ben, fait que c'en est voyons que une. tu penserais, voyons que tu penserais à courir avec ces souliers-là, si tu peux pas courir avec ces souliers-là, tu sais, comme moi qui va aller jouer au basket avec des souliers de course, que là quelqu'un dirait ben là ça te prend des souliers de basket, mais dans le cas de la course c'est ultra vrai, tu sais, moi je pense que tu peux pull it off d'aller tu peux faire ça de juste aller jouer au badminton ou aller jouer au basket peut-être pas avec des souliers de basket ou de badminton mais tu sais juste des souliers de sport en général mais pour la course je pense que c'est ultra important peut-être c'est mon billet en tant que coureur mais tu sais au Mhm. final la course tu répètes tu fais un mouvement que tu répètes plein de fois puis s'il y a quelque chose qui cloche dans ton soulier très vite, tu vas le sentir, tu sais, parce que tu le fais tellement, tu répètes Ouais. tellement le mouvement, c'est le même mouvement répétitif, contrairement au basket, puis il y a tous les autres que, oui, ça va être un peu répétitif, il y a de la course là-dedans, mais c'est quand même un peu plus varié, tu sais. Mais Fait c'est que, beaucoup de stop and go, tu sais, à gauche, à droite, tout mhm. ça. C'est ça. C'est ça. C'est Fait c'est pas comme ça. la course. Là. Quant à moi, pour la course, c'est ultra important. Donc, oui, je te dirais que ça peut être une épreuve, pas une épreuve, une erreur de Une débutant erreur qui peut qui pourrait survenir. arriver. Mais pour ceux qui écoutent le podcast, je pense pas. Je pense que la plupart, Non. au moins, ils sont déjà. S'ils ont écouté le podcast, peut-être qu'ils se l'ont fait conseiller par quelqu'un. Puis cette personne-là leur a déjà dit achète-toi une paire de souliers de course avant de te Mhm. mettre à la course.
Yes. Cool. Finalement, on va aller avec une dernière petite nouvelle. Ça date quand même, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu là, puis je trouvais ça quand même intéressant. C'était une coureuse, je pense universitaire, aux États-Unis, qui avait été disqualifiée pour avoir couru avec un hijab, un voile. Dans le fond, techniquement, elle avait le droit, ouais, c'était un 5 kilos. Techniquement, elle avait le droit, c'était une école secondaire aux États-Unis, elle avait le droit de courir avec, mais il fallait qu'elle remplisse son coach remplisse un formulaire avant pour qu'elle puisse courir avec. Puis là, il avait oublié de le remplir, fait que là, elle a fini sa course. Puis là, finalement, elle voyait pas son temps, fait qu'elle se disait, bon, peut-être qu'il y a eu une erreur, tu sais, ça arrive tout le temps qu'il y a des erreurs dans le leaderboard, mais là, quand son coach a demandé, ben là, il s'est fait dire, non, c'est parce que t'as pas rempli le formulaire qui lui permet de courir avec un hijab. Mais comme, pourquoi à la base est-ce qu'il y a un formulaire pour courir avec un hijab? C'est ça la question, tu sais. Puis là, c'est ça, elle s'est battue un peu pour que cette règle-là soit enlevée. Je crois que c'est toujours un combat qu'elle mène. Mais je trouve ça un peu ridicule, tu sais. Pourquoi est-ce que tu bannis ça de porter un hijab? Tu sais, c'est pas comme si ça allait t'améliorer. Selon moi, ça va empirer un peu ta performance parce que tu vas moins bien évacuer la chaleur. Peut-être c'est pas dramatique à quel point ça va le faire. Mais comme, juste pourquoi, tu sais, moi, ça me fait virer fou, tu sais, laisser les gens vivre, c'est pas comme si elle pouvait utiliser ça comme une arme, c'est pas comme, tu sais, c'est pas comme si c'était un danger vraiment, tu sais, ça t'empêche pas de bien voir un hijab. En tout cas, ça me frustre. Ben, moi, ceux qui me connaissent savent que bon, j'étais contre à la base la loi 21 qui force les profs, qui empêche les profs de porter un hijab s'ils veulent. Ben donc, je suis évidemment contre cette affaire-là, c'est quoi cette affaire-là d'empêcher une étudiante au secondaire de juste porter ça parce que, bon, c'est dans sa religion ou quoi. Euh, En tout cas, moi, ça m'avait un peu choqué quand j'ai vu ça. Ça date de octobre 2019. Je sais pas si elle a réussi à C'est un combattre ça. article. Ah, ouais, ben en fait, Oui, c'est un article. Je sais pas, mais là, j'ai pas lu l'article dans le détail, là. C'est oui, juste, je viens de l'ouvrir, puis j'ai vu qu'il date du 5 mars 2021. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est une ok, c'est histoire qui ça. date quand même, mais c'est parce que c'est un article très récent qui vient de sortir, Bon, là. c'est ça. Je Ouais. sors pas des vieilles nouvelles. Donc, l'article est récent. Peut-être que c'est maintenant que ça a été plus rendu public. Je sais pas trop. Euh, Il y a peut-être eu du nouveau aussi depuis ce temps-là, là. ouais, peut-être qu'il y a eu un petit peu de J'essaie de développement, regarder mais rapidement en diagonale, là, mais ouais. bon, Mais on c'est ça. reviendra sur l'histoire si c'est Ouais. revenu. Mais en tout cas, moi personnellement, ça me répulse. Oui, je sais, là, les gens vont dire, ben, elle pouvait courir, elle avait juste à remplir le formulaire. Mais tu sais, c'est toujours une question. Si tu rajoutes une barrière, il y a du monde qui vont pas le faire. C'est comme le don d'organes. Quant à moi, puis bon, là encore une fois, il y aura peut-être des gens qui vont diverger d'opinion. Je vais pas vous appeler des imbéciles pour ça, mais c'est comme ça dans d'autres pays. Le don d'organes, Non. si tu signes pas la carte, par défaut, tu donnes tes organes. Puis grâce à ça, ils ont un taux Mhm, vraiment plus élevé que mhm. nous. Tu sais, juste d'enlever cette petite barrière, ce petit Ben ouais. step-là, ça fait qu'il y a de plus qui vont donner leurs organes, juste parce qu'il y a plein de monde qui savent même pas, qui sont pas au courant. Puis, fait que, là, tu sais, il y en a qui disent, ah, mais c'est un problème éthique si jamais ils voulaient pas donner ses organes. Mais là, quant à moi, quand t'es mort, t'es mort. Puis c'est ça. Puis si tu y tiens tant à garder tes organes quand t'es mort, que, bon, perso, je trouve ça un petit peu égoïste ou en tout cas très ultra religieux parce que c'est comme sérieux, je pense pas que Jésus dit tu as besoin de tes organes pour aller au paradis ou quoi. Je pense qu'il dirait plutôt donne au suivant, surtout quand ça te fait rien de plus avoir d'organes quand t'es mort. Mais bref, les pays qui ont fait ce changement-là, ben justement, ils ont plus de dons d'organes, fait que de même, tu as moins de personnes qui meurent inutilement en attendant un organe. Donc, c'est l'équivalent, cette situation-là, l'équivalent, c'est si tu rajoutes une étape de plus à faire pour pouvoir pratiquer le sport, c'est un peu injuste. Ben, en fait, non, c'était pas tant bon comme analogie. Mais bref, c'est juste que dès que tu mets une barrière de plus, tu réduis l'accès à une chose. Dans ce cas-ci, de pouvoir courir avec ton hijab. Fait que pourquoi mettre cette barrière-là? C'est Mhm. quoi la raison Pourquoi, ouais, c'est ça. logique pour ça? Ok. Même chose, ben, en fait, c'est quoi la raison logique pour demander que les gens signent derrière la carte
pour qu'ils donnent leurs organes. Bon, là, les gens vont dire, ben, c'est une question de consentement et de ça. Bref, peu importe. Quand t'es mort, je pense pas que... En tout cas, peu importe, je vais pas trop me lancer là-dedans. Je sens qu'il y a peut-être je vais peut-être avoir d'autres messages. En même temps, j'aime ça avoir des messages, ça nous fait jaser, puis tant que ça reste Ouais. civil. Oui, tant que ça Mais reste civil, ouais, oui. c'est ça, tant que ça reste civil. À date, j'ai juste eu des belles conversations civiles avec Ben des oui. auditeurs du podcast. Donc, Mhm. je pense que C'est bien c'est ça correct. qu'on a. Mais bref, moi je suis juste, j'étais ultra contre. Mais j'espère que ça va changer parce que je comprends pas. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de combattre ça en cours parce que c'est comme comment tu peux discriminer les gens sur leur religion pour qu'ils puissent participer à la course. Oui, techniquement, ils peuvent participer à la course, mais tu rajoutes une étape pour qu'ils puissent y participer. Donc, c'est une forme de discrimination en Ouais. rajoutant des étapes. C'est comme si tu rajoutais des étapes pour que les gens aient accès à des services de santé. Mettons que tu dirais, ah, si tu es religieux, ben, il faut que tu remplisses un formulaire de plus avant d'avoir accès à un médecin. Ben, est-ce que ça serait correct, ça, tu sais? C'est un peu ça. Fait que Mm. moi, je pense que l'accès au sport devrait être autant protégé que l'accès à un médecin. Bon, je ne vais pas généraliser cette analogie à tout, mais bref, dans ce cas-ci, je crois que ça devrait être le cas. Donc, Yep. on a complété cet épisode. Je pense que, bon, il s'est étiré un peu, mais bon, on avait du stock à Il y avait beaucoup de compléter. sujets, on l'avait dit Ouais, qu'on avait beaucoup, ouais, c'est ça. ouais. Mais bon, Le dernier épisode datait d'un peu plus que 2 semaines aussi, ouais, fait que c'est il normal. y a du stock qui s'est passé, des courses qui ont été ajoutées, beaucoup de réponses à des commentaires, mais en même temps, je pense que ça indique que le podcast continue de grandir, c'est le fun. Je vois les statistiques qui Ouais, montent, on a de plus en plus de commentaires, fait que moi je suis super oui, puis content. là, on a des invités aussi qui sont planifiés. On a Jean-Yves Cloutier qu'on a confirmé pour Oui, la semaine prochaine. ouais, Il y a Mathieu Blanchard aussi qui s'en vient. On attendait de cibler une journée parce que là, actuellement, il est en Europe, il y a le décalage horaire, fait que c'est un peu compliqué. Il va falloir faire ça le week-end. En fait, il va falloir faire ça un samedi ou dimanche matin. Fait que c'est un peu plus difficile. Fait que c'est ça. Mathieu s'est confirmé aussi. C'est juste qu'on ne sait pas encore la date exacte. Donc, mais ouais, c'est fait que c'est des... ça, des épisodes le fun à venir, ouais. Ouais, donc c'est super cool. Et c'est ça, je pense que c'est juste un signe que ça continue à grandir. C'est le fun. De plus en plus de Patreon, je suis super content. Merci encore Ouais, à tous les merci. Patreons, puis tous les gens qui supportent du podcast en parlant ou en le partageant à leurs amis. Euh, Puis c'est ça, je pense que bientôt je devrais avoir ma première commandite, c'est pas en cash, mais en bouffe. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je devrais le recevoir Ah ouais? dimanche, ouais. Oh oui, je t'en ai pas parlé, mais donc, ben, tu verras OK. ça. Prochain podcast, je Non? pourrai Ben, en tu nous diras jaser. ça. Ben oui, Ouais, tu nous diras c'est ça dans le ça. podcast. Donc, bah, si Mhm. jamais vous n'entendez pas parler, c'est que c'est tombé à l'eau, mais c'est censé bien se passer. Donc, je pourrais vous parler un peu de bouffe. Moi, je suis toujours content de Oh, la bouffe gratuite. Je dis jamais non. ben Donc oui. c'est ça. Puis Ben pizza, oui, c'est le fun. pizza, n'hésitez pas, hein. Je suis toujours là. Je suis toujours prêt à me vendre pour vraiment pas cher. Donc, super. Donc, ben, sur ce, merci encore. Merci pour ton temps. Ouais. Puis, sur ce, Yes, merci beaucoup. sur Ouais. ce, bonne course.